Salut à tous, on se retrouve sur une vidéo de découverte de Malifaux. Je suis avec Fred Salut tout le monde. et avec Griff. Coucou tout le monde. Et aujourd'hui on va parler des résus, les mecs avec un peu gore, avec des zombies, vous allez voir, c'est un petit peu crado. Mais vous allez voir qu'on a deux passionnés de la faction. Donc on va parler résurrectionniste aujourd'hui. Bah, je vous laisse un petit peu introduire la faction, et puis après on va faire master à master, un peu comme on fait d'habitude. Alors, les résurrectionnistes, ils existent du fait de l'existence d'une puissance un peu supérieure qui s'appelle le Grave Spirit, donc l'esprit de la tombe, pour le traduire en français. Cet esprit de la tombe, il hante le monde de Malifaux, en fait. Et il le hante depuis un certain moment déjà, depuis une époque où les habitants du monde de Malifaux, les Neverborn, ont affronté certains d'entre eux, les tyrans, qui voulaient les dominer, qui ont assez cherché à rassembler beaucoup trop de puissance à eux-mêmes pour devenir plus ou moins immortels et essayer de dominer tous les autres. Les Neverborn se sont vraiment révoltés contre cela, ont essayé de lutter par plein de moyens différents, et une d'entre elles, Titania, a réussi à trouver un rituel, à construire toute une machinerie qui s'appelle Terra, pour faire en sorte d'invoquer sur le monde de Malifaux le Grey Spirit. Cela a marché et effectivement l'apparition du Grey Spirit a détruit l'essence des tyrans, ne les a pas tués mais les a considérablement affaiblis et a permis de les enfermer. Le problème, c'est que l'esprit de la tombe a aussi commencé à tuer lentement un petit peu tout le monde. Donc, les habitants du monde de Malifaux, les Neverborn, n'ont pas du tout été ravis de la chose et ont tâché d'enfermer celle qui était à l'origine de cela et de refermer le plus possible le passage qui avait été ouvert au Grey Spirit. Le passage a été plus ou moins refermé, à moitié colmaté, mais l'influence du Grey Spirit est quand même toujours là, bien affaiblie, mais elle trouve toujours plus ou moins un chemin, surtout via des murmures. C'est-à-dire que les gens, certains et beaucoup des humains qui vont arriver par la suite dans le monde Malifaux, vont se retrouver à entendre des voix. Et au début des simples murmures, ils croient que c'est le vent. Puis des fois quelques idées qui leur apparaissent alors qu'ils ne l'auraient jamais eu la moindre soupçon avant. Et c'est comme ça une sorte d'influence maligne qui va trouver son chemin dans quelques esprits. Loin de tout le monde l'entend. Certains semblent plus aptes à l'entendre que d'autres. Et certains vont ainsi développer une sorte de talent, des certaines connaissances qui vont leur permettre de jouer avec la mort et notamment de faire revenir à une sorte de non-vie ceux qui sont déjà morts, qui va créer justement en vivant. Et ces personnes-là, c'est justement ceux on va appeler les résurrectionnistes. Alors, tu m'en avais parlé un petit peu par rapport à d'autres factions. On n'est pas sur une faction avec genre un esprit fort, une organisation militaire ou une entreprise derrière, comme on a pu voir avec la guilde, ou simplement les vivants autochtones de Malifaux, comme serait le Bayou ou les anciens habitants que serait Neverborn. Là, ils sont en fait rattachés dans cette faction grâce à ces fameux murmures et ce lien qu'ils ont avec le Grey Spirit. Et pour autant, ils n'ont pas une construction aussi carrée que les autres factions, quoi. C'est ça, c'est un peu, on pourrait le voir un peu comme si vous aviez un don pour la musique. Bon, ben, c'est très bien, il y a plein de gens qui ont des dons pour la musique. Ben, certains décident de le cultiver, certains pas. Et ensuite, certains décident de faire avec des concerts, d'autres de le faire tranquille chez eux, d'autres de faire devenir des stars internationales. Chacun l'utilise après de sa façon qu'il veut. Et c'est un peu ce que font les résurrectionnistes. Chacun l'utilise pour un but qui leur est propre, spécifique. Mais c'est pas pour autant que, du coup, ils sont amis ou proches. Il y a aussi un petit côté ennemi de l'intérieur parce que c'est des humains donc qui sont devenus magiciens résurrectionnistes en général. Et ils sont pourchassés par la guilde. S'il y a quelque chose qui doit les unir, souvent c'est ça, c'est la menace qui pèse sur eux, d'être pourchassés par la guilde et on essaye de les anéantir. Parce que il faut dire qu'une de leurs petites traditions quand même, c'est d'aimer dézinguer des humains pour après les ramener à la vie. Oui.
Parce que effectivement, ressusciter des morts, c'est bien, mais encore faut-il qu'il y en ait des morts. Donc, soit on va aller creuser dans des tombes, on va aller s'emmerder à ouvrir les cercueils, à aller trouver le mort. Ah, ben le corps il est très décomposé, ça marche pas. Bon, alors on recherche dans un autre cercueil. Il y a les gardiens des cimetières, il y a des sécurités, il faut faire gaffe. Tandis que sinon, on attrape quelqu'un dans la rue, on se zigouille, après on le ressuscite, et là le mort il est frais, on sait de quoi il est fait, et c'est beaucoup plus simple, quoi. Évidemment, c'est Voilà. des gens pratiques, c'est des gens avec un sens pratique. Ah, oui. Et puis finalement, il n'y a pas que la guilde effectivement qui leur en veut. Ben, les Neverborn ont failli avoir la perte de leur monde en même temps que son salut à cause de cette entité. Donc ils sont acharnés aussi, pour la plupart, à détruire toutes ces émanations résurrectionnistes qu'ils croisent. Les arcanistes, ben, ils voient ça comme une magie encore plus déviante et effrayante, donc ils ne le voient pas non plus d'un bon œil. Donc effectivement, il n'y a pas grand monde qui les aime, hein, à part eux-mêmes. Et effectivement, ils vont se retrouver parce que, à défaut de s'aimer, ils font plus ou moins la même chose et au moins ils comprennent ce que font chacun d'entre eux, à défaut de l'apprécier. Ok. Ils ont tous un peu le même hobby, on va dire. C'est ça, la même C'est passion. c'est ça, c'est des musiciens, c'est des hobbyistes, mais chacun à leur façon. Finalement, on se retrouve facilement chez un résurrectionniste. Alors, on est dans Malifaux, vous en avez déjà un petit peu conscience. Chaque faction va être très mathématique. Il y a 8 factions qui ont chacun 8 personnages forts, 8 masters, qui sont les personnages qu'on va jouer. Et chaque master a son histoire propre et va avoir sa bande, son crew, son équipe qui va l'accompagner dans toute la narration, tout le lore de Malifaux, et aussi sur la table avec son gameplay. Et donc, on va pouvoir rentrer un petit peu dans l'histoire de chacun de ces masters. Et donc on va commencer, si j'ai pas de bêtises, avec Sheamus. Je sais Voilà. plus. Je vous laisse y aller. Allez. Donc Seamus, c'est comme on peut le voir, c'est un personnage assez mystérieux avant son arrivée dans Malifaux. Quand on voit la figurine ou les différentes figurines, ça nous rappelle plusieurs personnages. Il y a un côté très Jack l'Éventreur. D'ailleurs, là où il a commis ses premiers meurtres, c'est dans un quartier qui s'appelle Red Chapel, donc évidemment référence à Whitechapel. Il y a aussi un petit côté chapelier fou, notamment avec son totem qu'on peut voir là sur la droite. Il y a un petit personnage qui est sa copie en fait, plein de chapeaux. C'est un personnage qui a deux grandes passions dans la vie, hein, on peut le dire. La première, c'est de tuer des gens, tout simplement. Donc c'est ce côté serial killer dans les petites ruelles la nuit. Et sa deuxième passion, c'est de s'entourer de jolies femmes. Alors, on va mettre jolies un petit peu entre guillemets, que c'est des femmes qui va d'abord zigouiller et ensuite qui va ramener à la vie. Dans son crew, vous allez trouver notamment des d'anciennes showgirls ou d'anciennes prostituées. Il va attaquer comme ça plusieurs établissements. Et puis, il va s'entourer d'une espèce de harem de femmes mort-vivantes. Donc, il y a plusieurs personnages et puis plusieurs mignons différents qui sont tout autour de lui, qui sont des femmes. Il y a beaucoup de femmes dans cette crew. Dans la dernière version, ils ont aussi rajouté des hommes. Donc, il y a des dandys morts-vivants. C'est un personnage qui est très violent et qui a vraiment ce côté terreur nocturne. Voilà, vous allez vous balader dans une ruelle et puis, manque de bol, vous allez tomber sur Simus, qui est un personnage comme ça très, très iconique aussi de Malifaux. C'est peut-être un des plus connus du jeu, je pense. Voilà. C'est vrai que c'est un des résus les plus. Et moi, c'est quand j'ai commencé le jeu, c'était un peu l'icône résurrectionniste que je connaissais. Ouais. C'est vrai que l'hommage avec Jacques l'Éventreur est vraiment là, quoi. Hein. C'est assez impressionnant sur la table dans le sens où on a vraiment son harem autour de lui, deux femmes morts-vivants, et lui qui est là. En termes de gameplay, donc c'est un excellent assassin, tandis que son crew est plus un crew dans la séduction, pour engluer, pour gêner. Et lui va faire très très mal. Et il a un gameplay très très intéressant avec son totem, le copy 4, celui avec tous les petits chapeaux. Parce que du coup, comme il imite le tueur original, donc Sheamus, ils vont pouvoir échanger leur place. Et donc il y a tout ce côté mind game où peut aller Sheamus, qu'est-ce qu'il peut faire, et ainsi de suite. Ce qui est assez riche. Griff, est-ce que tu veux en parler un petit peu aussi? Oui, effectivement, Sheamus, c'est la personne la plus recherchée de Malifaux et celui sur lequel il y a la prime la plus importante. C'est-à-dire que même des chefs d'autres factions
que la guilde, qui pourrait valoir un certain nombre, ne vont pas aussi haut que Sheamus, tellement sa réputation et les meurtres qu'il a engendrés en font quelqu'un de très recherché. Et c'est peut-être quelqu'un qui, du coup, a fait aussi beaucoup de choses pour aider le monde de Malifaux à en arriver là où il est, parce que justement, euh, chez lui, l'esprit de la tombe murmure de façon très forte et très insistante, et du coup, il essaye, en dehors de son simple plaisir de tuer des belles femmes et d'en faire sa cour, d'aider le plus possible cet esprit de la tombe. Et il a notamment essayé d'ouvrir complètement l'endroit qui s'appelle Nitera, du coup, qui est normalement censé renfermer tout l'esprit de la tombe. Et il a essayé justement de libérer complètement le Grey Spirit sur Malifaux. Et ça semble être un de ses buts à long terme, si ce n'est de continuer à faire sa vie comme il entend. Donc voilà, comme on dit, dans les résurrectionnistes, il y a des gens un petit peu de tous bords, mais il y a surtout aussi des grands monstres qui considèrent la vie comme un détail, vu que de toute façon on peut revivre ensuite. Et au final, ce qui compte, c'est ce que l'on en fait soi-même. Et c'est une personne qui est assez dénuée d'estime pour les autres, qui fait ce qui lui importe. Et c'est comme ça qu'il va notamment, c'est lui, il a précipité le destin de beaucoup de personnes, et notamment de Molly, qu'on verra ensuite, qui a pris son indépendance. Mais pendant très longtemps, Sheamus l'a tué, l'a ressuscité, elle fait partie de sa cour, et avait un malin plaisir à la faire suivre partout où il allait, parce que un résurrectionniste, lorsqu'il agit sur un mort-vivant, généralement quand est-ce qu'il le ramène à la vie, il gagne un certain contrôle dessus, et le mort-vivant, on n'a pas vraiment trop son mot à dire là-dessus. Il y a un côté assez nihiliste en fait chez Simus. Ça fait partie des. On les a un petit peu classés comme ça, un peu des méchants, comme tu disais, des monstres, des grandes figures monstrueuses de Malifaux. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Il y a tout cette terreur autour du personnage qu'il faut pas croiser, quoi. En termes de figurines, là vous voyez la version 3 du jeu. Euh, et ici on a deux versions assez différentes. À gauche c'est la version 1 si je dis pas de bêtises. La version très gros c'était qu'à l'époque les masters pouvaient se transformer en une sorte de structure finale. Et donc c'est maintenant ils sont jouables en tant qu'émissari. Donc c'est un mercenaire qui est jouable pour tout résurrectionniste. Et donc ça c'est en gros c'est lui qui se transforme en une sorte de Hulk, en une sorte de super assassin. Et à droite, on a la version V2. Voilà, si je dis pas de bêtises, je crois que. Sur le gros modèle, il y a aussi, je trouve, une référence à Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ah oui, complètement, oui. Petit Tout à fait. côté-là. Tout à fait, hein. Qui ressort de cette figurine-là. Et là, c'est deux collectors. C'est Sheamus en femme, à droite. Et à gauche c'est Cybèle, une des femmes assassinées et ramenée à la vie en tant que mort-vivant du coup. Celle Ça. qui a le fouet tout à droite, là. En fait, C'est Madame son... Cybèle, ouais. c'est celle qui tenait le cabaret, en fait, le premier cabaret dans lequel Chimus a fait un massacre et a ressuscité toutes les femmes pour en faire sa suite. Et ben, Madame Cybèle, c'était elle qui tenait le cabaret en question. Un peu la nouvelle mère Macrel mort-vivante. On va dire ça. Il y a de l'ambiance hein, chez les Résus, hein. Ça commence bien, hein. On commence avec un assassin psychopathe et des prostituées moriantes. J'espère que vous êtes bien accrochés. On continue. On va enchaîner avec Mac Morning. Mac Morning, bah, je vais le prendre aussi. Celui-ci, c'est. Alors là, pareil, il est assez iconique du jeu. Et comme vous pouvez voir sur la première illustration, il y a un côté aussi très classique. C'est une hybride entre un savant fou, un chirurgien fou, un peu réanimator, et puis le Joker avec son sourire là, un petit peu trop grand pour son visage, on va dire. Donc Mac Morning, il a une histoire assez intéressante parce qu'il a été aussi au service, entre guillemets, de la guilde, puisque c'était le médecin légiste de la guilde dans toute la version 1, je crois, 2, j'en suis sûr. Et après, bah, ils ont quand même compris qu'il faisait des choses assez étranges et qui se limitaient pas en fait aux autopsies.
qu'il aimait bien aussi faire des expériences, découper des morceaux de cadavres, les rafistoler ensemble. Donc il aime bien créer des créatures. C'est un génie créatif. C'est le grand génie créatif des résurrectionnistes qui va, avec 4 cadavres, vous faire une magnifique créature. Et il a ce côté maintenant, puisqu'il s'est enfui en fait des locaux de la guilde, chirurgien fou. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est le réanimateur en fait. Il va aller chercher des cadavres, qui va se planquer dans un coin de la ville, et puis qui va créer des créatures, qui va laisser libre cours à son imagination. Donc là, on voit sur l'image, c'est la dernière version, la dernière boîte, les énormes créatures un peu de Frankenstein, qui ont une forte tendance à vomir sur leurs ennemis. Et il a aussi un autre personnage qui est très typique, c'est son petit chihuahua zombie. Ah, donc ça fait partie de l'humour qu'on peut retrouver souvent dans Malifaux. Un petit chihuahua, et puis il y a son assistant avec la scie circulaire qui va l'aider à découper toute la bonne population de Malifaux. Oui, Quelques-unes de ses créations. Sheamus, c'est quelqu'un de très sympathique, effectivement, lui aussi. En fait, effectivement, c'est quelqu'un qui est très dévoué à l'avancée de la science tel qu'il le voit et de faire repousser toujours les limites de ce qu'on peut faire. Et c'est ce qui l'a amené à devenir un résurrectionniste. Il a commencé à entendre des voix, il a commencé à avoir des idées, il a décidé de poursuivre ses idées. Il avait du matériel sous la main parce que, effectivement, il était le médecin légiste de la guilde. De base, c'était quelqu'un qui était considéré comme le meilleur médecin de sa promotion et de l'université dans laquelle il travaillait. Et justement, la guilde l'a récupéré parce que la guilde voulait simplement ce qu'il y avait de meilleur. Même si c'est pour être juste médecin légiste, la guilde veut, la guilde prend. Il n'avait pas eu trop son mot à dire pour venir sur Malifaux, mais finalement, il y a trouvé son intérêt et il y a trouvé véritablement une passion pour, voilà, par exemple, créer des centaures qui fonctionnent véritablement et qui ne sont pas juste des créatures mythologiques. Il y a une chimère ensuite qu'il a réussi à plus ou moins créer par lui-même. Et effectivement, il n'a pas de limite. Là où quelqu'un se dirait par le sens commun, mais à quoi ça sert de faire, par exemple, effectivement, une créature à 3 têtes différentes, ben, il se pose pas ce genre de questions. Il fait et après il verra bien. Donc c'est aussi un des plus atteints par les murmures et la folie un peu qu'amène le Grey Spirit parce que lui aussi, il perd souvent un peu contact avec ce qui se passe autour de lui. Son assistant, Sébastien, il sert souvent un peu de garde-fou en permettant d'éviter qu'il se perde lui-même dans ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment effectivement la folie créatrice la plus poussée. Mais ce qui le rend intéressant, c'est que c'est tout de même un choix conscient et c'est pas juste, bon, il est devenu fou et c'est plus vraiment sa faute parce que justement, à un moment donné, la guilde a mis en place tout un rituel pour essayer de bannir le Grey Spirit de Malifaux. Le rituel aurait pu marcher, mais en fonctionnant, le rituel a enlevé justement les murmures de la tête de MacMorning. MacMorning s'est retrouvé à retrouver toute sa conscience et son libre arbitre et surtout pleine conscience de ce qu'il faisait, mais il s'est rendu compte qu'en retrouvant son état d'esprit comme avant, il perdait aussi de son génie créatif. Et il s'est retrouvé devant le choix où soit il laissait le rituel s'effectuer, il redevenait quelqu'un de sain d'esprit, mais aussi beaucoup moins inspiré, soit il décidait d'aller plus loin que personne ne serait jamais allé, mais dans ce cas-là, il le replongeait dans la folie. Et il a fait lui-même ce choix volontairement de replonger dans la folie, d'empêcher le rituel, de se révéler à toute la guilde à ce moment-là parce que Lady Justice et d'autres étaient en train d'effectuer le même ce dit rituel et du coup de devoir partir vers les bas quartiers de Malifaux, là où vont justement se réfugier les résurrectionnistes pour échapper à la justice de la guilde et devenir s'assumer pleinement tel qu'il est, à savoir juste quelqu'un qui veut aller au-delà de tout ce qui a déjà été créé. Et là, effectivement, sur cette illustration, c'est ce moment d'histoire-là. C'est Lady Justice qui vient arrêter McMorning de la guilde. Bien sûr, ce sera un échec, il va réussir à s'enfuir. Il lui réserve une petite surprise sous le drap, mais ça c'est pour les gens qui vont plonger dans le jeu, on va laisser le mystère. À noter aussi que sur les figurines que vous avez vues passer, il y a 2 figurines qui, moi, m'ont beaucoup touché quand j'ai commencé à étudier le jeu, c'est les infirmières, qui sont quand même des figurines assez connues.
de Malifaux, voilà, les infirmières de McMorning. Et oui, et d'ailleurs qui ont une histoire assez intéressante parce qu'on se dit, bon, des infirmières qui travaillent, pourquoi après tout travailler avec un cinglé pareil? Ben, ce qu'elles ont une sorte d'accord avec McMorning, c'est-à-dire que McMorning, notamment dans toutes ses recherches, a développé plein de choses et il a réussi à faire en sorte de rajeunir un peu les personnes en renouvelant avec du tissu de chair morte la chair des gens. Et les infirmières, en fait, se retrouvaient à en bénéficier, à devenir plus belles qu'elles l'étaient encore et surtout à conserver cette beauté au fil du temps. Mais pour cela, elles ont besoin des interventions du docteur régulières car les tissus morts finissent par se putréfier encore plus et ont besoin d'opérations fréquentes du docteur. Donc du coup, en échange de ces opérations fréquentes, elle l'assiste, elle l'aide et elle couvre un peu tous ses frasques à l'époque où il était dans la guilde. Désormais, elles le suivent et elles aident à récupérer des gens pas vraiment consentants dans les ruelles de la ville. Il y a quand même un crew qui est très varié hein, dans les looks, hein. Ça c'est assez sympa. C'est l'avantage d'avoir un personnage comme ça qui est un peu savant fou, vraiment effectivement en mode Dr Frankenstein dans sa irait encore plus loin, c'est que rien en soi ne l'arrête si ce n'est juste qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Donc voilà, on a encore là, on est sur des créatures mythologiques avec le centaure, la chimère ou ces genres de choses. Mais effectivement, qu'est-ce qui empêcherait par l'avenir qu'on ait une créature qui se balade sur ses pieds, enfin sur ses mains et qui aurait 8 paires de pieds, quoi. Droit de ce qu'on sait du bonhomme, rien. Et petit easter egg d'ailleurs qui est rigolo, sur l'édition précédente de McMorning, donc pas celle-là, celle qui est suivante, voilà, Sébastien, donc l'homme à la tronche, à la grosse scie circulaire, sa tête est très inspirée de la tête d'un des créateurs du jeu. Ah, je savais pas. Ok, c'est marrant. En Voilà. plus, il a une tête pas possible. Je trouve que c'est trop bien. Ouais, tu m'aurais dit la grand-mère d'un des créateurs du jeu, ok, mais non, non, c'est Voilà. un des créateurs du jeu, d'accord. Ah Et merde. le chihuahua, et oui, et la raison de pourquoi le chihuahua aussi d'ailleurs, c'est parce qu'en fait le chihuahua, c'est la première créature que McMorning a réussi à ressusciter. Au début, il avait beau avoir des murmures, c'était pas un savoir inné. Il a essayé, il a toujours raté, et de désespoir de cause, il a pris l'être le plus petit, le plus fragile qu'il avait sous la main, c'est-à-dire un chihuahua, en se disant ça va bien marcher. Et ben oui, ça a fini par marcher. Et du coup, depuis, le chihuahua le suit, et lui, par un peu nostalgie de ah ma première création, il continue enfin, à la laisser faire sa vie parce que McMorning n'a pas trop de considération pour ses créations une fois qu'elles sont faites, une fois que l'œuvre est réalisée, ce qu'elle devient, il s'en moque un petit peu, il veut juste aller chercher d'autres créatures. Donc après, il la laisse faire sa vie, mais le Chihuahua a l'air de tenir beaucoup à lui, à le suivre un peu partout. En termes de gameplay, c'est beaucoup orienté autour d'une condition. Les conditions, c'est des sortes de marqueurs qu'on va poser sur les figurines, alliés comme ennemis, et qui est du poison, hein, tout simplement. Il empoisonne énormément l'équipe en face et s'empoisonne lui-même. Et les poisons chez lui et son crew vont générer en général des soins et vont les rendre donc du coup durs à tomber. Et à l'inverse, chez les adversaires, ça va faire des petits dégâts réguliers qui vont permettre de, dans le temps, vraiment gagner une attrition, donc un jeu de combat assez fort. McMorning lui-même est un assassin extraordinaire, hein. Tout ce qu'il trouve, il le découpe, simplement. C'est aussi vrai sur la table, hein. Il va pouvoir découper et il va pouvoir créer aussi sur la table, il va pouvoir générer des grosses bébêtes comme celle-ci, s'il y a suffisamment de cadavres sur la table pour reconstruire une de ces bébêtes. Donc, voilà, c'est encore comme d'habitude hein, sur Malifaux, le lore se retrouve être dans le gameplay et donc on va pouvoir répéter un petit peu les choses qui sont de l'histoire. Bien voilà pour McMorning. Pour passer au suivant, Sir Von Stuck. Von Stuck, alors je vais le prendre aussi celui-là. Donc Von Stuck, il a une histoire un peu de frustration. À l'origine, c'est un astronome qui est venu sur Malifaux, qui a essayé d'étudier la voûte céleste de Malifaux, et ça lui a fait pratiquement perdre la raison, parce qu'il voilà, il regardait les étoiles, il prenait des notes, etc. Mais même les constellations bougeaient, elles disparaissaient après quelques semaines, donc il en a retiré une grande frustration, il est tombé en dépression. Et puis au bout d'un moment, il a sûrement entendu quelques chuchotements dans son esprit.
Il s'est réfugié dans les égouts. Donc c'est devenu son QG un peu les égouts de Malifaux. Il y a une cité, il faut savoir qu'il y a une cité en fait sous la ville de Malifaux. Et il a créé une université, d'où son professeur Van Stook, et il cherche des élèves. Donc voilà, et comme c'est un résurrectionniste, lui aussi, un peu comme McMorning, il fait des créations, hein. On voit tous ces petits outils qu'il a sur son par-dessus, sur sa redingote. Et donc il va créer des zombies, mais un petit peu différents, puisque lui, il va les mixer avec du métal. Donc vous allez avoir dans cette crew beaucoup de figurines qui sont des zombies un peu version steampunk. Et il va avoir toute une université, ça va être tous ses élèves en fait, il va leur donner des cours, ils vont chacun avoir des grades différents, ce qui va faire leur rang de minions différents, des spécialités, et comme ça il va essayer d'avoir sa nouvelle école de la connaissance. Il va inviter des gens, donc vous allez avoir tous les ans des rentrées, il y a des élèves qui vont venir s'inscrire. Bon, ils vont en général mal finir, sauf certains, donc on voit là deux personnages, son henchman et son assistant. Euh, C'est un personnage comme ça assez particulier, qui est dans son coin, qui fait son école, qui aimerait bien avoir des visites d'autres grands scientifiques, et voilà, qui construit aussi des créatures. Là, on voit, c'est un autre henchman, c'est sa plus belle création, de cette femme ailée, et avec plein de lames, de pistons, voilà, d'articulations. Enfin, c'est des créatures complètement démentes. Et il essaye comme ça de se créer toute une population autour de lui. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors, ça plaît pas à tout le monde, mais ce côté zombie un peu steampunk, ça change un petit peu et j'aime bien cette atmosphère. C'est vrai qu'ils réussissent dans Malifaux, c'est super plaisant. Dans chaque faction, ils vont explorer un peu l'imaginaire du milieu, quoi. Là, on est vraiment dans le milieu zombie. Premier assassin, on va avoir des prostituées, on va avoir une sorte de harem et quelque chose de très, comment dire, un peu psychopathe comme ça, avec hommage avec Jack l'Éventreur. Là, on est plus dans vraiment le savant fou. C'était McMorning le savant fou sur le vivant, puis reconstruire avec les parties, les membres. Là, on est sur le professeur, donc en plus, comme tu dis, il y a du mecha en plus du mort-vivant. Ça donne encore un look différent, ça fait des pièces encore très très différentes. Et vous verrez par la suite, les autres ne sont pas en reste, quoi. Chacun va avoir son style, va avoir sa vision un peu du mort-vivant. Et ce côté très intéressant de vraiment, c'est construit comme une université. Donc, en fait, vous allez voir que quasiment toutes les figurines en rang dans cette université. Il y a ceux qui sont nouvellement inscrits, et ensuite les étudiants de différents domaines. Par exemple, vous allez avoir des étudiants de la chair qui vont travailler à la base, hein, la chair, d'autres qui vont commencer aussi à s'occuper du métal, et d'autres, les plus avancés, qui vont faire la fusion entre les deux, justement, travailler la chair et le métal pour créer les êtres qui sont mêmes, car effectivement, il faut se dire que chaque figurine que vous avez dans la bande est un étudiant de Von Stuck, car jusqu'à il y a peu, il estimait que toute personne qui venait étudier chez lui devait le faire en étant en état de mort-vivant pour comprendre ce qu'il était lui-même et avancer le plus possible dans cet art. Donc en fait, il n'y avait pas moyen d'être vivant et étudier dans sa université. Jusqu'à effectivement l'arrivée il y a peu de Anna Lovelace, qui a eu des problèmes avec quelqu'un de la guilde, qui s'appelle Hoffman. Parce que tout simplement, elle était une rivale de son frère, du frère d'Hoffman, qui s'appelait Ryle Hoffman, et elle a mis en place un attentat pour faire dérailler le train d'Hoffman parce que elle estimait qu'il lui avait volé tout le mérite qu'il avait gagné. Ça a marché, Ryle est mort, mais son frère, par contre, s'en est sorti, a essayé de ressusciter son frère plus ou moins comme il pouvait, a fini par se faire une raison, mais quand même remonter jusqu'à la piste de qui avait causé tout ça, est tombé sur Anna, a essayé de l'arrêter. Elle s'en est sortie en très piteux état, et c'est à ce moment-là qu'elle est tombée sur le professeur, qui l'a récupérée, a voulu en faire une de ses étudiantes comme les autres, mais Anna ne s'est pas laissé faire, et du coup a fini par convaincre le professeur que des étudiants vivants, ça pouvait aussi avoir un intérêt. Donc l'université commence à s'ouvrir un petit peu à d'autres procédés et d'autres façons de faire. Et je crois d'ailleurs que le titre de Anna, c'est conseillère d'orientation. C'est ça. Voilà. Donc, tout se structure merveilleusement bien.
Donc vous emmenez juste en fait, quand vous allez vous battre avec cette bande, vous allez juste amener une école, une petite classe verte en fait, où il y a le professeur qui amène ses élèves et qui fait, alors voyez-vous, ce sujet vivant, comment on peut en faire quelque chose de plus? C'est la classe de nature. Ça. Et, et moi, je trouve que c'est très intéressant aussi au niveau modélisme, parce qu'il y a quand même, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des looks différents. Et moi qui aime bien à la fois les zombies et les robots, bah voilà. Ça permet d'avoir quelques fantaisies et de pas forcément se rester toujours dans le zombie classique. Il y a une petite interprétation en plus, on voit, on a des très très belles peintures. Donc ça permet aussi de s'exprimer et puis de trouver vraiment une bande qui vous va dans le style. De... Ça offre une ambiance vraiment à part et c'est chouette, quoi. Ouais, ça c'est vraiment la richesse de Malifaux, c'est que c'est très compliqué d'apprécier tous les visuels parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas forcément vous plaire, mais c'est encore plus dur d'en aimer aucun parce que comme il touche à beaucoup de thèmes qui sont de l'ordre de la mythologie, un peu même de juste un peu de la pop culture qui couvre un peu tout ce qu'on connaît, rapidement on finit par trouver quelque chose qui nous parle, quoi. Ah ouais, ça j'aime beaucoup et ainsi de suite. Ça, c'est quand même une des forces du jeu. Alors, petite information bonus, Robin ne fera jamais la bande Von Stuck. Ah ouais, moi je les aime pas du tout, mais c'est parce que je suis du côté des gentils. Moi, les arcanistes, on a des gens robots, on a des robots, et bon, on évite de. Voilà. Mais Volchok, il est quelqu'un de très gentil. Regarde, non seulement il a une université où il invite tout le monde à venir et il accepte heureusement, mais en plus, il fait aussi une émission de radio en fait. Il a réussi à récupérer des Ethervox qu'on appelle, qui sont voilà des sortes de radios du monde dans le monde de Malifaux, qui marchent plus avec l'éther qu'avec les ondes. Et du coup, en fait, régulièrement, à chaque fois, il propage sur les ondes tout un cours sur un nouveau sujet qu'il propose librement à tout le monde, même ceux qui ne font pas partie de son université. Il suffit d'avoir son propre Ethervox branché et d'écouter religieusement son émission. Il fait des podcasts. Un bon C'est gars. ça. C'est ça. Un bon gars. Il fait des podcasts. Ok, et ben voilà pour Von Stuck, qui est quand même assez intéressant. C'est rigolo comme ils ont créé. À chaque fois, ils créent toute une histoire assez poussée. Classe verte un peu particulière quand même. Une inscription qui coûte un bras, diront certains. Et c'est vrai. Exactement. Pour ce qui est de sa bande, son effet, il y a déjà quelque chose que fait à peu près toute sa bande, qui est l'effet assommé en fait, qui est un effet très puissant qui empêche les figurines adverses de faire plein d'effets supplémentaires et qui les limite vachement du coup dans leurs possibilités. Donc déjà ça qui est de général dans la bande, alors que normalement c'est très rare dans les autres bandes, donc vraiment un gros point fort. Et à côté, le fait que, contrairement à d'autres bandes de résurrectionnistes qui vont appeler des troupes directement sur le champ de bataille, soit via des corps, soit via d'autres choses, eux, ils vont en fait justement transformer les adversaires. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez mettre un effet sur une de vos figurines, un upgrade, une amélioration, qui fait que quand cette figurine va tuer un adversaire, eh bien, vous allez pouvoir invoquer une figurine de votre bande qui vaut autant ou moins cher que celle que vous avez tuée. Donc c'est une sorte de bataille pour l'attrition où en fait, non seulement vous allez chercher à tuer l'adversaire, mais en plus quand vous allez le tuer, vous allez ramener des renforts à vous. Donc c'est une bataille où si vous vous en sortez, si vous commencez bien, vous avez toutes les chances que ça se passe encore mieux par la suite et c'est très compliqué de votre adversaire de résister à cela. Et tu prends des étudiants sur place, quoi, hein. Ouais, c'est ça, voilà, c'est du recrutement. Alors certains diraient forcé, mais c'est une force de recrutement comme un autre, quoi. Et du coup, après, vous restez du résurrectionniste, donc vous avez des figurines très solides, encore plus solides parce que vous avez de l'armure, parce que justement, vous avez des parties mécaniques, donc vous êtes peut-être encore plus solide que d'autres résurrectionnistes. Et vous allez avoir un chef, un master qui va pas lui tabasser tout le monde, mais justement va booster vos figurines, les faire agir mieux, leur donner du renfort et vraiment leur permettre d'aller justement recruter avec toute la motivation nécessaire chez l'adversaire. Et donc là, c'est la fameuse récupération de Lovelace par Von Stuck après.
le règlement de compte avec Hoffman. Pour passer à Yanlo, style complètement différent, on part complètement côté asiatique cette fois-ci. Ça, et on commence à partir sur le principe des réincarnations. Yanlo, en fait, c'est quelqu'un qui ne se souvient plus vraiment de qui il était. Il a été visiblement maudit par un être très puissant. Et pendant très longtemps, il s'est retrouvé son esprit séparé de son corps et a erré dans une sorte de plus ou moins limbe, des sortes de monde des esprits fantasmagoriques, et à devoir parcourir différentes voies, à les parcourir et chaque fois changer d'une voie à l'autre jusqu'à essayer de retrouver plus ou moins un chemin vers le monde matériel. Ça lui a pris des centaines et des centaines d'années. Il a fini par rencontrer beaucoup de personnes lors de ces voies, personnes fantasmagoriques, et notamment il a trouvé une récurrence dans les esprits de ce qu'il a reconnu, il finit par reconnaître comme ses descendants en fait, ceux de son propre sang. Et en suivant cette piste de son propre sang, il a fini par remonter jusqu'à sa dernière descendante encore en vie, Chiaki. Et grâce à elle, il a pu se réincarner à nouveau physiquement, retrouver une enveloppe charnelle et commencer à retrouver des bribes de son passé. Il a commencé à comprendre qu'il avait été maudit par un démon, un Oni. Ils sont des êtres qui viennent dans un autre monde, encore différent de celui de Malifaux et encore différent du nôtre. Pour quelle raison, il ne le sait pas vraiment, mais il commence de plus en plus, avec le temps qui passe et avec, malgré le fait qu'il soit réincarné, il continue à parcourir spirituellement différentes voies pour essayer de retrouver un peu les fragments encore qui resteraient de son esprit ou de ses souvenirs. Et il commence à reavoir un petit peu des habitudes qui lui reviennent naturellement. Et visiblement, ces habitudes sont pas forcément très bienveillantes envers les gens autour de lui. Donc il sert les Ten Thunders parce que c'est chez eux qu'est sa petite nièce, comme il l'appelle, même si c'est en fait très 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 petite nièce. Et parce que eux-mêmes, en leur rendant service, eh ben, du coup, les Ten Thunders l'aident à retrouver des informations sur qui il était et à retrouver peut-être d'autres indices qui peuvent lui venir en aide. La partie résurrectionniste, c'est ben, qu'il est lui-même une sorte de fantôme désincarné qui arrive plus ou moins à revenir dans le monde vivant. Et il n'arrive pas seul parce que justement, de ses ancêtres, de ses descendants plutôt, qu'il a réussi à trouver lors de des différentes voies, et ben, il arrive aussi à les réincarner dans des corps d'humains de nos jours. Donc c'est un peu un résurrectionniste différent des autres, là où c'est de la réincarnation plutôt que juste un corps standard qui va retrouver sa vie, c'est en fait, il va insuffler une vie différente dans un corps d'humain. Fait Voilà. partie de deux factions, hein, faut bien le noter. Comme tu disais, hein, donc il est moitié Ten Tenders, c'est-à-dire que ce personnage et sa bande est jouable dans les deux factions. Voilà. Ça arrive quelquefois dans Malifaux. Chez les résurrectionnistes, si je dis pas de bêtises, ils sont deux à être comme ça, à voir. C'est des zombies bigons, simplement. Hein. Vous pouvez les jouer dans deux factions. Pour Yanlo, donc côté Ten Tenders, et vous verrez plus tard, Jack Do est jouable côté Outcast aussi. Et dans le fluff Yanlo, justement, vous allez retrouver une nouvelle dans le dernier bouquin des Ten Thunders qui va nous ouvrir une nouvelle partie de l'histoire de Malifaux avec le monde des enfers. Voilà, on a l'illustration ici. Le monde des enfers, des créatures peut-être asiatiques, un enfer asiatique avec des démons. Et donc ça, c'est une porte qui est ouverte dans le fleuve, peut-être pour une future faction ou des futurs maîtres, on ne sait pas trop. Mais voilà, il y a vraiment ce côté exploration, recherche de la vérité, recherche de souvenirs, de personnalité, qui est assez intéressant dans ce personnage, je trouve. Et, euh, et jouer sur les esprits, un petit peu dans son gameplay aussi. Récupérer au fur et à mesure de la partie des habilités, même quand on perd des figurines. Et c'est un personnage que moi je trouve assez attachant personnellement, même s'il n'est pas forcément très sympathique. C'est un papy gâteau, quoi. Donc, tant qu'il n'a pas encore retrouvé, et c'est ça qui est intéressant, c'est que
On ne sait pas encore exactement ce qu'il était par l'avant, c'est pas ce qui a motivé sa malédiction. S'il a été maudit par un démon, c'est peut-être qu'il était peut-être pas si mauvais que ça, peut-être, ou alors très mauvais pour les démons. Donc on peut encore se faire beaucoup de conjonctures et actuellement on peut effectivement le voir juste comme un brave petit papy qui suit sa petite nièce et qui essaie de l'aider de son mieux possible. Donc vraiment être très attachant. Cette illustration, on devine Azami, qui est une master qui gère les Oni aussi, elle aussi, sur la gauche avec les cheveux un peu dans tous les sens, et sur la droite, oui, donc papy est bien reconnaissable, et c'est bien Shaki, sa nièce, juste à côté, avec sa flûte. Je vais aller la chercher en figurine un petit peu. Là voilà, on a Shaki à droite, là voilà, à côté du totem. Puis après, bah, du coup, on a pas mal de héros. Donc là, c'est un peu un général japonais militaire avec ses lanciers de base. Et en termes de gameplay, ce qui est intéressant, c'est que tous les héros nommés, quand ils sont tués, leur âme rentre dans un allié qui est pas trop loin. Et le master, donc Yanlo, va pouvoir récupérer ses âmes, les mettre dans certains personnages pour recréer du coup les personnages nommés. Et donc ça vous permet d'avoir en fait, vous avez une force qui est pas extrêmement étendue, mais qui ne diminue pas au fur et à mesure de la partie, puisque quand vous tuez des pièces, bah, elles reviennent. Et quant à Yanlo lui-même, plus les tours avancent, plus il récupère ses forces d'antan, et plus il devient un monstre. Et à la fin, il est capable de faire des choses incroyables lui-même, alors qu'au début, bon ben, il lui faut un peu un déambulateur, quoi. Hein. Il est pas encore très très vif, quoi, en début de partie. C'est ça, c'est un diesel quoi. Il prend son C'est temps, un mais diesel, après, c'est ça. On a des figurines qui mais sont très belles, moi je trouve. et les figurines nommées, justement, c'est parce que ce sont les descendants de Yanlo, en fait, qu'il a réussi à retrouver au fur et à mesure de ses pérégrinations dans le monde des esprits, et que justement, il a, grâce au lien qu'il entretenait avec eux, il a pu les ramener avec lui et les incarner dans les corps d'autres humains ou d'autres cadavres. Donc c'est là, eux, on avait la sortie classe verte, là c'est la sortie familiale. Il y a papy qui sort avec tous ses petits enfants de différentes générations et qui les amène pour découvrir des nouvelles choses, quoi. C'est une faction très saine au final, hein, les résurrectionnistes. C'est ça, hein. C'est juste une question de, il y a des gens qui les jugent parce que il y a des chairs un peu décrépits. Ça va. Ça va. C'est beau autant de diversité, je trouve. Hein. Ça, avec le professeur, ça tranche de ouf. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est si vous aimez les looks japonisants, il y a deux masters en résurrectionniste qui sont faits pour vous. On verra le suivant ensuite. Mais Yanlo, c'est magnifique pour ça, quoi. Vous voyez, il y a de l'armure, il y a du samouraï en grosse armure, de la Shigaru, du ninja, du daimyo. Il y a de quoi largement faire plaisir. Et effectivement, en plus, pour du résurrectionniste, bon, à part le daimyo qui est en état de composition un peu avancé, sinon les autres, bon, on est sur plus ou moins du squelette ou de l'esprit fantomatique, donc du coup c'est peut-être un côté un peu moins rebutant Il y que des a, avec des triplats. Il y en a, mais il y a un Jean-Michel Organe quand même, hein, là, à gauche là. ouais, mais, lui c'est un vampire, ça n'a rien à voir. C'est une créature du folklore japonais et en fait c'est une créature. Alors là on la voit sous cet aspect effectivement, c'est pas très joli, mais en fait l'idée c'est que elle est censée se plonger dans le corps de quelqu'un en fait, parce que c'est pour ça qu'il y a la tête qui est encore saine. C'est qu'en fait, elle va se rentrer dans quelqu'un et toutes les organes et tout, bon, on le verra plus parce qu'en fait, elle sera une personne tout à fait normale avec juste sa tête. Elle va décapiter en fait et plonger dans le corps et remplacer la tête qu'il y avait par la sienne et contrôler un peu le corps de l'intérieur. Oui, tout à Donc fait, là, ouais. effectivement, on passe sous son plus beau jour, quoi. Ok, eh ben voilà pour Yanlo. Assez riche. Hein. On arrive à Molly. Donc on passe un peu du côté des gentils. Enfin, plus que des gentils, des victimes, on va dire. Hein. Ceux qui sont un peu moins maîtres de leur destin, un peu moins. Voilà. Hein, à l'origine de leur Ouais, malheur, on va tout à dire. fait. Molly, c'est une charmante jeune femme hein, qui est pleine d'humour, qui est très intelligente, qui à l'origine en fait voulait devenir journaliste et elle veut toujours devenir journaliste. Hein, dans la dernière nouvelle du bouquin, ça fait partie aussi un petit peu de ses envies. Donc elle est arrivée sur Malifaux, elle a commencé son métier, elle a fait des enquêtes en sous-marin, on va dire, et elle a manqué un peu de chance. Elle a croisé donc le chemin de Seamus, celui qu'on a vu en premier, donc le tueur Jacques l'Éventreur,
il l'a joyeusement zigouillée. Elle est devenue une de ses jeunes femmes de son harem préféré, donc il l'a emmenée un peu partout avec lui. Elle a réussi, alors là, Griff, tu me diras tout à l'heure, je sais, elle a réussi à s'échapper, je pense, et elle a fait un petit peu sa vie de son côté. Même si elle garde bizarrement une affection, on va dire quand même, un peu pour Siameuse. C'est assez bizarre. En tout cas, elle, dans son caractère, elle recueille en fait des morts-vivants qui sont délaissés, comme on l'a vu par exemple McMorning tout à l'heure, qui va créer des monstres un peu de Frankenstein et puis les abandonner parce qu'il va tout simplement passer à la création suivante. Et elle va se balader comme ça avec sa troupe d'amis. C'est un caractère très jovial, très enfantin. Elle fait pas mal de blagues, même quand elle va couper la langue de quelqu'un. Voilà. Elle est toujours très rigolote et puis elle va faire sa vie comme ça, en se promenant dans le monde de Malifaux. Et elle a pas de, moi je trouve qu'elle n'a pas de méchanceté en elle. Elle se balade. On voit d'ailleurs dans la pose de la figurine, que j'aime beaucoup, moi, avec cette robe là très décorée, de ce petit côté enfantin, assez amusant. Donc elle va danser dans le monde de Malifaux avec ses amis. Il y a un petit côté, il peut plus rien m'arriver d'affreux maintenant quand même. Ouais, il y a aussi ce côté un peu désespéré, c'est vrai. Ouais. Bon. Mais c'est ça, Molly, c'est une très belle illustration de une vie après la mort, et ben ça reste quand même une vie. Et en fait, effectivement, elle a réussi à se libérer parce qu'elle est morte une fois qu'elle a été ressuscitée. Elle a effectivement suivi Simus pendant un bout de temps. Et bon, Simus vit une vie mouvementée où il se fait pourchasser par tout un tas de gens, donc lui, il ne meurt pas, hein, il arrive toujours à s'en sortir, mais les belles de son harem, elles meurent quand même de façon assez régulière. Et Molly est morte une nouvelle fois, et normalement définitivement, mais Seamus a utilisé une soulstone un peu particulière qui s'appelle l'œil de la Gorgone. Et cette soulstone, elle a ressuscité, elle a réussi à ramener à la non-vie une fois de plus Molly, mais elle a aussi libéré son esprit du contrôle de Seamus. Et du coup, ben, pendant un certain temps, elle a quand même continué à accompagner Seamus par justement une sorte d'attachement un peu qui s'était fait du fait d'avoir passé un peu le reste de son existence avec, et puis de pas savoir quoi faire d'autre parce que elle était morte maintenant, donc elle se voyait plus vraiment faire ce qu'elle faisait avant. Et puis au fur et à mesure, en continuant à voir les agissements de Seamus et puis en commençant à comprendre qu'elle pouvait peut-être faire autre chose de sa non-vie, justement, et bien effectivement, elle a fini par s'enfuir et vivre plus ou moins, essayer de trouver une autre voie. Et c'est pour ça qu'effectivement, elle commence à rassembler des gens autour d'elle parce que beaucoup de créatures, effectivement, mort-vivantes, obéissent loyalement à leur maître. Mais si le résurrectionniste en question est mort, ou s'il oublie ses créatures d'un côté, ben, la créature, elle se retrouve plus ou moins libérée et à pas savoir trop quoi faire parce que pas vraiment né préparé à être mort-vivant. Et du coup, Molly va récupérer ces créatures-là un peu désœuvrées et leur trouver simplement une nouvelle raison d'être et les aider, tout simplement. Elle peut aussi aider des humains, mais c'est moins ce qu'elle fait parce que bah, déjà elle est morte, donc les humains n'ont pas trop envie qu'elle approche. Mais voilà, donc c'est plutôt son but, c'est de d'aider les gens, les autres morts-vivants qu'elle trouve qui ont besoin d'aide. Et notamment, c'est comme ça qu'elle s'est trouvé un grand ami à la question de Philippe. Philippe, qui est tout simplement une tête, parce que c'est un étudiant qui était un des premiers à trouver le site de Nitera dans lequel le Grey Spirit ainsi que Tanya était enfermé. Et le problème, ce secret était très convoité par des tas de gens. Et effectivement, Philippe en est mort. Mais Chimus a réussi à retrouver sa tête, l'a ressuscité pour le faire parler littéralement et lui révéler où se trouvait ce site-là. Seamus l'a dit, mais ensuite, ben, Philippe l'a dit, mais Philippe se retrouvait à être une tête mort-vivante, donc avec très peu de moyens de locomotion, mais quand même une envie de pouvoir parler et de vouloir quand même exister tant qu'il pouvait. Donc Molly l'a gardé avec elle, et à force, a fini par le considérer véritablement comme un ami. Donc du coup, elle l'a même trouvé mort-vivante, la nanny, pour le porter sur un petit landau. Elle lui passe des petites sucettes ou des choses comme ça. Bon, ce qui peut énerver Philippe parce que c'est comme un adulte à la base. Mais bon, bah maintenant, c'est quand même mieux que ce qu'il était avant. Donc du coup, voilà, il y a une sorte d'amitié qui s'est fait. Et Philippe a été emprisonné par la guilde récemment, mais Molly a fait en sorte de
monter un plan pour l'aider à s'en sortir et lui faire retrouver plus ou moins sa liberté. Il y a Ouais, beaucoup d'humour dans ce crew, hein. oui, oui, complètement, complètement, hein. Surtout qu'en termes de gameplay, Philippe and the Nanny, la Nanny, elle pousse Philippe dans les mêlées dans tous les sens, avec la poussette, un peu comme un peu les darons un peu vénères parfois qui vous balancent les poussettes dans les tibias. Là, c'est littéralement ça, quoi, hein. On y va avec Philippe et on fonce dans le tas, on traverse tout le monde. C'est vraiment hilarant à voir jouer. Ça passe de Pendant partout. Pendant que Philippe n'arrête pas de discuter, de vous parler de tout et n'importe quoi qui ne vous intéresse pas, mais juste son jacassement vous déconcentre tellement que vous n'arrivez pas à faire ce que vous vouliez faire. Ça fait des malus en termes de gameplay, ouais, parce qu'il parle tout le temps, qui gêne les gens, pendant que la nanny le balance dans les mêlées. C'est vraiment un crew vraiment basé sur l'humour, aussi dans son gameplay. Son gameplay d'ailleurs qui permet un petit peu, donc il y a ces fameux enfants de rue qu'on voit derrière ou quoi, qui vont pouvoir un peu apparaître, disparaître partout sur la table. On a le jeu avec les chauves-souris aussi qu'on a vu un peu plus loin. Il y a une collector qui est super jolie comme ça en pirate avec Molly en capitaine pirate avec son gros henchman qu'on verra un petit peu plus loin en homme poisson avec des squelettes et avec des épées et ainsi de suite. C'est tout un délire avec ça. Ou d'ailleurs la Nani du coup devient une pirate qui tient la tête de Philippe directement à bout de bras, comme on peut voir en haut à droite. Il se trouve que dans Malifaux, ils se permettent, et c'est vraiment très sympa, de faire des collectors qui voilà, bon, on va prendre un délire, Molly en pirate. Donc il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont pas du tout aimer, mais c'est assez intéressant de proposer, disons, un look complètement différent au crew. De version collector, alternative quoi, et c'est vrai que c'est intéressant. Par exemple, voilà, vous avez à droite Archie qui est une création de. Il y a de très fortes doutes que ce soit le Dr McMorning justement qui l'ait créé, en lui rajoutant voilà des tentacules, des bras en plus. Et puis il a oublié dans un coin et Molly l'a retrouvé. Et du coup, depuis Archie la suit. Archie a découvert qu'il aimait beaucoup les glaces. C'est pour ça que vous voyez qu'il a une petite glace sur un cornet dans son tentacule. Et Molly se débrouille pour lui en donner le plus souvent possible. Et du coup, en échange, Archie, ben, il l'aide et il la protège notamment parce que du coup, il aime pas qu'on fasse du mal à Molly. Et si vous vous retrouvez à vous faire massacrer par un colosse complètement hypertrophié, c'est juste que vous avez décidé de faire du mal à ses amis, c'est tout. En termes C'est de exactement ça. gameplay, comment on pourrait qualifier un petit peu Molly? Elle t'embête dans le sens où quand tu multiplies plusieurs fois les mêmes actions, ça, en gros, elle le voit d'un mauvais œil et donc ça va te faire des dégâts. Elle va pouvoir faire plein de petits combos entre ses figurines à chaque fois. C'est du Euh, supporting vraiment en fait. ouais. C'est vraiment, c'est autant il y a des chefs des masters qui vont être des figurines centrales qui vont aller tabasser les gens, ou lequel votre bande va synergiser autour et va faire en sorte de l'aider pour atteindre un but. Molly c'est tout l'inverse, c'est elle va aider les autres figurines justement de votre bande, soit en leur permettant d'agir plus, soit en faisant effectivement des malus sur les adversaires pour permettre à vos figurines de briller encore plus. Par elle-même, elle fera pas énormément de choses, mais elle va pouvoir voilà, être vraiment une nuisance pour l'adversaire et un très gros boost pour vos figurines alliées et faire marcher tout ça ensemble. C'est l'opposé de Sheamus finalement. Vraiment. J'ai mis toute sa bande de boss pour lui. Voilà l'illustration de la nouvelle dont tu parlais, Fred, tout à l'heure, avec le fait de couper la langue. Faut pas trop Voilà, c'est l'embêter. c'est un garde qui parle trop, en tout cas qui n'arrive pas à parler. Et elle le prévient, hein, elle est quand même assez gentille, elle le prévient, lui. Attention, attention, fais pas de bêtises. Et bon, ouais, il va finir avec la langue en moins. Après lui avoir tiré quand même dans la poitrine, donc elle s'en sort parce qu'elle est déjà morte et qu'on m'a dit, mais voilà, ça n'est pas pris à lui juste parce qu'il avait juste mal parlé, quoi. C'est C'est un vrai. peu le problème, c'est que même si elle est gentille, ou Marty aussi en soi, ils ont quand même des aspects monstrueux, ils sont morts, donc les gens se disent des résurrectionnistes, ben ça s'abat, donc ils leur tirent dessus, et donc du coup après ils se défendent. C'est de la légitime défense. Je suis sûr qu'en termes de droit, ça se défend largement. Tout à fait. Est-ce que c'est de la légitime défense si tu pouvais pas mourir à la base finalement? Ben si, parce qu'ils peuvent quand même mourir pour de bon. C'est plus compliqué, ils sont beaucoup plus résistants, mais comme elle l'a expérimenté elle-même, Molly, elle est morte une deuxième fois, et s'il n'y avait pas une certaine pierre, elle serait. Et d'ailleurs, justement, cette pierre, ça me fait penser que la Gorgone, c'est aussi un des noms d'un des tyrans.
Donc on n'est pas sûr, mais on se dit que le tyran est peut-être enfermé lui-même au sein de cette pierre et que le fait que Simus l'ait utilisé pour ressusciter Molly, ça a créé une sorte de lien entre eux. Et peut-être que Molly se retrouve indirectement liée à un des tyrans de Malifaux. Ah, intéressant. Donc on ne sait pas encore ce que ça va amener, on ne sait pas encore ce que ce tyran-là, comment il veut se sortir de sa situation et tout, mais il y a des choses qui peuvent se développer de ce côté-là aussi. Ok. Voilà pour Molly. On va arriver à Kirai. Pareil, un look japonisant qui va être très très beau. Vous allez voir ça. Bah écoutez, je vous laisse en parler. Tu laisses faire, Griff, ou... Bah, écoute, je peux enchaîner parce que c'est vrai que Kirai, à un moment donné, a croisé Molly, mais Kirai, en fait, au début, c'est simplement la prostituée, n'ayons pas peur des mots, la plus en vue d'un établissement, le Queen Kong, qui est lui-même l'établissement de débauche et de plaisir le plus en vue de Malifaux. Il se trouve dans le quartier des Tentenders, et enfin, le quartier asiatique dans lequel les Tentenders ont évidemment beaucoup de place, vu que les Tentenders sont un peu la pègre, la mafia locale. Mais à cette époque-là, les Tentenders n'étaient pas si implantés que ça, et en tout cas, Kirai vivait sa vie, du moins pas vraiment par choix, évidemment, de prostituée, mais la plus en vue en tout cas de l'établissement. Et du fait d'être très en vue, elle a attiré évidemment les clients les plus un peu prestigieux jusqu'à le fils du gouverneur général de la guilde. Ce fils, du coup, justement, a décidé d'abord a eu les services de Kirai, et puis finalement, ça a été en fait l'amour entre eux, comme une histoire tragique. L'amour entre deux personnes de situations totalement différentes, que évidemment le père du gouverneur général n'allait évidemment absolument pas accepter. Vu que c'est le gouverneur général et vu son réseau d'espions, il a évidemment appris, malgré que son fils cherchait à lui cacher. Et du coup, il a demandé à des hommes à lui de tuer cette fille beaucoup trop gênante pour la réputation de son fils et pour son avenir. Les soldats ont essayé de la tuer. Malheureusement, pour eux, son fils a réussi à la prendre et a essayé de défendre sa bien-aimée, mais en est mort et a pris le coup fatal à la place de sa bien-aimée. Kirai s'est retrouvé du coup en fuite avec son amour décédé et a à ce moment-là effectivement été touché par le Grey Spirit et a découvert des talents pour invoquer des esprits vengeurs et elle-même réussir à se désincarner de son corps pour s'incarner sous la forme d'esprits là aussi destructeurs pour accomplir sa vengeance, à savoir se venger de la mort de son amant. Et à partir de cela, elle va se lancer dans une grande croisade pour déjà retrouver celui qui avait fait cela, le faire payer, trouver qui avait été le commanditaire de cela, et effectivement lancer toute une croisade contre le gouverneur général. Depuis, ce gouverneur général est mort, donc de ce fait, Kirai s'est retrouvé avec un peu son désir de vengeance inassouvi, à la fois sans trop savoir quoi faire. Et elle s'est lancée du coup dans un nouveau but de ressusciter son amant, car on peut le voir quittant son cœur encore palpitant, et que vous pouvez jouer sous le nom de Lost Love, Amour perdu. Car elle se dit qu'après tout, quitte à être devenue une résurrectionniste malgré elle, pourquoi ne pourrait-elle pas le ramener bel et bien parmi le monde des vivants? Et c'est cette quête-là qu'elle va chercher à accomplir. Elle va pour cela décider d'accepter la proposition qu'un être très mystérieux va lui faire, à savoir de rejoindre une organisation qui s'appelle l'Armée des Deux. Une organisation qui a affaire sur Terre, mais qui est en fait dirigée par des Neverborn qui se sont infiltrés sur Terre. Et du coup, à cette occasion-là, Kirai va rejoindre cette organisation, les aider, leur apporter le soutien de ces esprits vengeurs qu'elle peut moins maîtriser. Mais en échange, elle va réussir à regrouper beaucoup d'objets de rituels, beaucoup de connaissances pour réussir justement à ramener un mort à non pas une simili-vie comme sorte de non-vie qu'ont la plupart des résurrectionnistes, mais véritablement le ramener à sa vie d'avant.
Elle va réaliser le rituel, seulement Jackdaw, qui est quelqu'un qu'on verra ensuite, va interférer dans ce rituel-là et on ne sait pas à quel point le rituel a marché, pas marché, mais il y a de grandes chances qu'en fait l'âme de son amour se soit retrouvée dans le corps de Jackdaw. Donc la suite, ça a l'air très compliqué pour elle. Et c'est lors de ces opérations, alors qu'elle avait perdu son désir de vengeance, plus ou moins, qu'elle ne savait plus trop quoi faire, qu'elle a croisé la route de Molly, Molly qui l'a décidé, qui l'a convaincu un peu de faire d'autres choses de sa vie que juste la vengeance, et qui l'a aidé notamment à aider les gens qui étaient dans sa situation avant, à savoir les personnes qui se faisaient enrôler de force dans les réseaux de prostitution. Et du coup, à elles deux, elles ont commis quelques petits joyeux massacres dans les établissements de ce style sur Malifaux, et pour passer un peu l'envie à certains de s'en prendre aux plus faibles. Et niveau modélisme, je trouve que c'est peut-être des plus belles bandes pour ceux qui aiment faire des kimonos. Il y a ce côté japonais, il y a des créatures aussi. Alors, je connais pas le nom, mais les têtes de dragon, là, on a au premier plan de cette illustration-là. C'est Ishin. C'est Ishin, et vous avez des samouraïs morts-vivants avec des esprits qui sont tout autour. Vous avez des grandes figurines avec des kimonos. Il y a vraiment matière à se faire plaisir. Et moi, je trouve que c'est une des. Alors, même si c'est des morts-vivants, des fantômes, etc., des créatures, c'est une des crews les plus élégantes, presque. Et la figurine du master est assez exceptionnelle, d'élégance et de féminité, je trouve. Mais je te rejoins, je suis d'accord. Alors que Résus, c'est pas trop mon délire, on va pas se mentir. Ce crew-là, je le trouve incroyablement beau. Vraiment très 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 beau. Les harpies aussi, je les trouve très belles. Le totem est un peu particulier, mais je trouve que contraste bien avec le master. Le totem, c'est ce grand fantôme aux cheveux longs, un petit peu The Ring, là, qu'on voit en orange et en vert ici, là, un peu derrière, hein, sur le grand socle. Et effectivement, le master, hein, là on la voit très bien peinte sur la gauche. On a la version 1 à droite et à gauche et la version 2. Il n'y a pas encore de version 3, enfin, non, il y a une boîte V3 avec la version 2. Mais voilà, cette version de la figurine est magnifique, je trouve. Et ouais, ouais, je te rejoins à 100% Fred là-dessus. Ça, on a toute une faction asiatisante qui est les Tenders, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas en trouver d'autres éléments dans d'autres factions, justement. Et les résurrectionnistes, on a vu, avec Yanlo et avec la bande de Kirai, en sont des très très beaux représentants et on peut faire des choses très très chouettes. Alors, à savoir que sur cette photo, les figurines sont, parce que certaines boîtes sont achetables avec des plastiques différents, et là c'était un plastique vert transparent, et donc le peintre a laissé des parties transparents fantomatiques, comme ça, volontairement, dans son schéma de peinture. Ça donne un rendu très particulier et je trouve très réussi. C'est vraiment, il a dû utiliser, donc c'est ce qu'on disait avant la vidéo, peut-être des masques en pâte ou en pâte à fixe pour passer sa sous-couche. Et après, il y a ce côté voilà, fantomatique. Vous avez la même chose sur d'autres crews. Vous avez par exemple de tête le Dreamer qui est en violet, je crois. Et voilà, il y a plusieurs choses comme ça. On peut se faire vraiment plaisir au niveau peinture. Et du coup, en termes de gameplay, effectivement, vous allez avoir une bande, donc, on dit marquée sur la vengeance, c'est-à-dire que la plupart des membres de cette équipe vont avoir un effet passif qui font que quand ils vont prendre des dégâts, ils vont en renvoyer à l'adversaire. Donc vous allez être une constante source de dégâts pour votre adversaire, qui fait que même quand vous faites taper dessus, vous lui faites mal aussi. Vous allez avoir beaucoup d'esprits fantomatiques, du coup, qui fait que vous allez traverser les décors, vous allez prendre vous-même moins de dégâts, alors que vous en renvoyez à votre adversaire. Et du coup, ça va vous donner une assez bonne mobilité et le fait que vous allez pouvoir aussi maudire un peu votre adversaire donnant en le considérant vraiment comme un ennemi et du coup en fiabilisant les attaques de vos figurines dessus. Donc il y a vraiment tout cet effet de mettre encore plus sur la tronche à votre adversaire que vous n'en faites.
et le master lui-même qui va invoquer, appeler toujours des créatures supplémentaires sur le terrain pour se mener à tout ça, quoi. Là, c'est l'illustration de la nouvelle avec Jackdaw et Kirai elle-même, hein, et je crois, c'est ça, hein, Ça. Ouais. avec le fameux arbre pendu, vous verrez que Jackdaw est un pendu. On va pas tarder à découvrir son histoire. Et donc il y a bien eu un lien entre eux, en effet. Oui, mais là, en fait, ce qui était intéressant, c'est que pour son rituel, pour réincarner, ressusciter son amour, elle devait récupérer notamment les cordes de pendu de Jackdaw. Et justement, Jackdaw l'a aidé, l'a même aidé à d'autres moments de sa récupération d'artefacts. Mais visiblement, c'était très intéressé parce qu'il a essayé de faire passer, lors du rituel qui faisait passer l'âme de l'amour de Kirai, ben, lui-même a essayé de faire passer sa propre âme, car visiblement Jackdaw avait perdu sa propre âme. Et sauf que deux âmes qui passaient par le même portail, ça a été trop beau, tout s'est effondré. Et visiblement, le corps de l'amour de Kirai ne semble pas habiter, en tout cas ne bouge pas. Mais celui de Jackdaw semble habité par quelqu'un qui a au moins dit le nom, le prénom de l'amour de Kirai. Donc, est-ce que c'est l'amour de Kirai se retrouve dans le corps de Jackdaw et inversement, l'esprit de Jackdaw qui se trouve dans le corps de l'amour de Kirai qui ne sait pas encore quoi faire avec son corps? Ou est-ce que juste un seul esprit est passé? Encore beaucoup de choses qui risquent d'arriver par la suite. Mystère. Alors, passons à la suite. Nous arrivons à Reva Cortinas. Et je vous laisse encore une fois y aller. Reva, du coup, pour sa part, c'est quelqu'un qui était une petite fille d'une très bonne famille, côté de la Terre, une famille très liée à la guilde, qui est la puissance la plus importante sur la Terre, justement, donc du coup, très bien placée, et qui avait tout ce qu'on pourrait estimer avoir besoin dans la vie pour réussir, mais elle avait quelques petits problèmes. Notamment que, plus elle grandissait, plus ses parents commençaient à remarquer des actes bizarres qu'elle faisait. Elle, commençait à parler toute seule, elle commençait à à aller toute seule, la nuit dans les cimetières, ce genre de choses. Ils l'ont faite, ausculter par à peu près tous les spécialistes qui pouvaient et il s'est avéré que, aucun ne pouvait visiblement l'aider et jusqu'à qu'il se décide de faire appel à un exorciste directement et là, on pourrait penser au nôtre, sauf que dans le monde de Malifaux, justement, l'exorciste est quelque chose de beaucoup plus, concret et connu parce que justement, il existe des esprits, on le sait, c'est avéré et justement, le fait que quelqu'un puisse être possédé, c'est tout à fait concevable par la plupart des gens. Donc il y a vraiment la profession d'exorciste qui existe et cet exorciste, est venu auprès de Reva et à ce moment-là, a été touché par sa présence et un peu eu une sorte comme révélation et s'est rendu compte que cette, jeune fille n'avait pas, non pas un problème, mais en fait avait une sorte de don et que ce don s'exprimait par elle de façon un peu inquiétante, mais c'était pas quelque chose dont il fallait la débarrasser. Et à ce moment-là, il a décidé de laisser tomber tout son travail d'exorciste, de la libérer de ses parents qui voulaient l'enfermer et plus la contraindre qu'autre chose. Et il est parti avec elle dans les rues de Malifaux pour l'aider à se construire une nouvelle vie. Effectivement, plutôt que de juste lui imposer une nouvelle vie, c'est simple comme cet exorciste qui s'appelle Vincent Sinclair l'a protégée et l'a aidée pour que, elle fasse un petit peu, ce qu'elle avait désormais envie. Il s'est avéré que ce qu'elle avait envie de faire, elle, justement, un peu à l'idée de Molly, c'est d'aider les gens, justement. D'aider les gens aussi bien vivants que morts, car depuis toute petite, elle se trouve le talent de pouvoir parler aux morts ou aux esprits, et que elle décide pas de s'arrêter au juste le fait qu'ils soient un peu purulents et moches, et elle décide de considérer chacun comme un être capable de sentiments et de les aider du mieux qu'elle peut. Et c'est du coup, accompagnée de ce Vincent qu'elle va, naturellement se construire une sorte de congrégation de gens qui vont, être touchés par son attention et qui vont voir en elle une sorte d'aura, une sorte de leader en fait, qui pourrait les amener vers une existence meilleure. Et du coup, d'eux-mêmes, sans qu'elle leur demande ou n'exige rien de leur part,
Des gens aussi bien vivants que morts vont commencer à la suivre et vraiment former tout un groupe autour d'elle. Ah, on a quand même des figurines, encore une fois, très variées. Pour le coup, pas tant de zombies que ça, hein. On a beaucoup de vivants dans ce groupe-là. On a des guerriers. À droite, on a un esprit avec une tour. Juste à côté, on a deux guerriers sur les socles un peu plus larges qui sont des guerriers nordiques, avec des nordiques. Devant, on a des êtres de feu qui pouvoir se téléporter de flamme en flamme et qui vivent au travers du feu. Reva est au centre sur son cheval. C'est une figurine d'ailleurs assez élégante elle aussi, hein, très belle avec les. euh, Elle monte le cheval comme les femmes avant, c'est-à-dire avec les deux jambes du même côté. Avec ses deux totems qui sont des esprits qui sortent de corps de zombies. Vincent est juste à côté avec son arbalète là, il marche sur une tombe. Et tout à gauche, on a des porteurs de boucliers, des guerriers qui vont aider, qui vont supporter un peu au combat. Et ça fait des pièces très différentes, très variées, et peu de morts vivants finalement au sein du crew lui-même. Ouais, on va vraiment changer d'ambiance. Il y a ce petit côté, alors bonne sœur presque un peu, hein, dans ses vêtements. Et là, on voit la version collector avec les flammes, sa grande faux. Et c'est vrai que c'est voilà, c'est encore une fois une ambiance différente. C'est des choix qui peuvent être différents, même au niveau de la peinture. Et ça, c'est toute la variété de Malifaux. Moi, c'est une crew que je ne connais pas du tout. Ah oui, t'es en découverte pure. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'ils sont. Ouais, c'est assez fou d'avoir mixé des choses aussi différentes que Reva a ramassé entre guillemets, hein, qu'elle a rencontré, on va dire, au fur et à mesure de ses aventures. Elle s'est fait des copains un peu partout, qui sont pas forcément des morts vivants. Ça, ça offre un peu une perméabilité à la faction et de montrer qu'effectivement, on n'est pas obligé d'avoir que des morts-vivants avec nous et qu'effectivement, des sympathisants, on va dire un peu à la cause des morts-vivants ou des choses comme ça, peuvent très bien arriver. Et du coup, effectivement, il y a aussi tout un côté flamme et on va le retrouver dans le gameplay, car Reva, en plus de son don pour parler aux esprits et aux morts-vivants, elle a aussi développé une sorte de talent naturel pour animer les flammes et en faire même des réceptacles d'âmes un peu des morts en fait. Et via ces flammes, va pouvoir aussi bien faire des dégâts que soigner ses alliés ou les protéger. Sur le champ de bataille, si vous voulez, Reva reste un petit peu en retrait. Elle va se nourrir des flammes qu'il y a sur ses alliés, pouvoir optimiser ses actions elle-même, et elle va mettre des marqueurs de flammes sur la table qui sont des socles de 50 mm, comme des socles de figurines. Et plus la partie va avancer, plus la table va prendre littéralement feu, et plus il va y avoir des combos autour de ça. Et les alliés vont tous débloquer des compétences grâce au fait que d'autres sont en feu ou eux-mêmes en feu, proches de ces flammes. Voilà. C'est une bande qui marche vraiment là aussi un peu à l'échelle de Molly avec beaucoup de synergie les uns entre les autres. Heu, Certains comme, ceux qui sont tout enflammés, les morts vivants tout enflammés, ne craignent pas les dégâts du feu, donc vous pouvez leur laisser avoir, toutes les conditions de feu que vous voulez. Mais d'autres, comme les humains ou autres, ne peuvent en avoir qu'une certaine quantité, sinon ils vont commencer à prendre trop de dégâts. Donc vous devez jongler entre sur qui distribuer le feu, en quelle quantité, l'utiliser au bon moment et beaucoup de synergie à faire marcher comme ça, mais beaucoup aussi de possibilités de choses que vous pouvez faire avec cette. Encore une fois, Effectivement, la ça figurine change, hein. Pardon, c'est ça, vas-y. ça change complètement d'ambiance, bien sûr et effectivement la figurine, moi personnellement, la figurine, collector, sur son cheval, c'est pour moi la figurine la plus magnifique de Malifaux. La top 1 Ah figurine non. du jeu. Oui, oui, oui. Et actuellement, c'est la seule figurine que j'ai de la bande et voilà et À ce point, ah, la remarque, bande à ce c'est point-là, ça se défend. ça. Mais non, non, avec son cheval tout enflammé, bon après c'est un côté plus martial effectivement, un peu moins pacifiste que dans son histoire, mais bon, elle hésite pas à se battre aussi, justement pour défendre les siens. Pareil, on a une fois de plus un maître qui ne va pas massacrer tout le monde et les ressusciter ensuite. C'est au contraire quelqu'un qui va protéger les gens, faire une communauté de gens un peu à l'écart, qui ne se retrouvent pas dans la société de la guilde ou d'autres sociétés.
et qui va les accueillir et quand même leur trouver une belle place. Sans que chez les Résus, il y a un côté idéaux fort, mais pas à la faction, mais au master. Chacun a des idéaux forts, chacun a sa vision. Ils vont défendre ça au-delà de la vie elle-même, quoi. Jusqu'à la mort, on peut le dire. C'est clair, et en même temps, tu as quand même le Grave Spirit, qui est l'esprit de la tombe, un petit peu le marionnettiste de tout ça, et qui est quand même en tâche de fond, et qui chuchote dans tous ces esprits plus ou moins dérangés. Il y a quand même ce côté très dark, hein, derrière la faction, en fait, même pour les masters qui pourraient être les plus sympathiques. Il y a quand même une menace derrière, il y a quand même un côté obscur. Ouais. Bon, c'est ce qui fait que les résurrectionnistes sont perçus comme une menace, c'est que bah, vous avez quand même par exemple une bonne femme qui peut créer un peu à volonté des flammes qui détruisent un peu tous ceux qu'elle a décidé qui n'étaient pas ses amis, quoi. Donc quelque part, si vous êtes du mauvais côté de la barrière, bizarrement, vous trouvez beaucoup moins sympathique. On va arriver à Nicodème. Nicodème qui est un Deadman End. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un personnage qui est mort dans l'histoire, ou en tout cas pas jouable parce qu'emprisonné, exilé, peu importe. Dans l'histoire, il y en a quelques-uns dans le jeu de Malifaux. C'est des personnages qui sont pas jouables en événement, sauf si l'événement les permet, hein, c'est des personnages spéciaux, mais en amical qui sont tout à fait jouables. Et Nicodème était un personnage fort des résurrectionnistes, et il lui est arrivé des broutilles entre la V2 et la V3, qui fait que aujourd'hui il est passé du côté des morts, tout simplement. Grift, je te laisse peut-être en parler un peu et développer un peu le. Oui. Nicodème, en fait, c'était le fossoyeur en chef de Malifaux, celui qui dirigeait le plus grand cimetière et qui du coup s'assurait que les morts soient bien enterrés. Bon, ce qu'il ne disait pas évidemment, c'est qu'il ne s'assurait pas qu'ils soient forcément si bien enterrés que ça, vu qu'en fait c'était un résurrectionniste et que du coup il profitait de sa situation bien en place à diriger les cimetières de Malifaux pour justement pouvoir faire son petit marché et faire ses expériences pour ressusciter le plus de morts possible. C'était vraiment le résurrectionniste le plus puissant de Malifaux, dans le sens où il a vraiment monté une armée entière de morts-vivants. Il a essayé de prendre la ville de Malifaux par lui-même, avec juste lui et toute son armée de morts-vivants, et il n'a même été repoussé que parce que la guilde, enfin surtout les Ten Thunders se sont momentanément alliés avec la guilde pour contrer la menace qu'il représentait. Donc c'est quelqu'un qui vraiment était très 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 puissant. On a amené un point où justement il a été le mentor de certains, comme Kirai elle a découvert ses pouvoirs, elle a été recueillie par ses soins et il lui a appris à maîtriser, même si c'était pas du tout une façon qu'il connaissait de la nécromancie, ben, il a trouvé quand même des façons de lui enseigner ce qu'il savait. Et du coup, c'était une menace, à peu près constante et celui qui ressemblait le plus à un chef parmi tous les résurrectionnistes parce que c'était, le plus puissant et le plus respecté d'entre tous. Malheureusement, effectivement, il lui arrivait des broutilles en la personne de Lady Justice que vous pouvez voir à droite, la fille aux longs cheveux rouges, qui justement au sein de la guilde est celle qui est censée s'occuper, du problème des résurrectionnistes justement et les pourchasser et les détruire et les enfermer, tous autant qu'ils sont. Et ben, elle a fini par retrouver la trace de Nicodème et l'a affronté lors d'un affrontement terrible où malheureusement Nicodème n'en est pas sorti vivant. Effectivement, parmi tous ceux qui sont dans la catégorie de Deadman Ends, ça fait partie avec Ryle of Man des figurines qui sont vraiment mortes, plus que juste enfermées ou momentanément emprisonnées. Mais après, pour un résurrectionniste, est-ce que la mort, c'est si définitif que ça comme choix? Surtout qu'il était qu'à sa première vie, il n'était pas à l'état de mort-vivant. C'est ça. Donc, est-ce qu'on est à l'abri que un autre résurrectionniste le réveille, que finalement son pouvoir le réincarne sous une autre forme? Rien n'est moins sûr. Une petite histoire en stand alors pour Cela. sacré Lady Justice, hein. Elle est souvent là, hein. Ça se passe mal, hop, il y a la rousse avec le sable qui apparaît, hein. C'est ça. Ouais, la justice est aveugle, il paraît. Ben, le problème d'être aveugle, c'est qu'on tape un peu sur tout le monde. Oui, tout le monde en prend un peu. Enfin, sauf la Et guilde, elle a, quoi.
Elle a perdu aussi beaucoup, puisque dans cet affrontement-là, elle a perdu l'amour de sa vie, le juge, qui a été remplacé après. Donc ça, on en a parlé, ou on en parlera dans la vidéo sur la guilde. Ça. Oui, Nicodème ne s'est pas laissé faire comme ça aussi facilement. Finalement, c'était un des plus malins avec McMorning, hein, parce que autant t'avais Sheamus et tout ça, ils arpentaient les rues pour faire du zombie frais et ainsi de suite. Autant McMorning et Nicodème, ils étaient déjà dans un soit salarié, soit chef d'entreprise où les cadavres arrivent naturellement, quoi. C'est ça, pas besoin de faire d'efforts. Et pourquoi s'embêter quand tu pouvais simplement être à la source de l'approvisionnement même. Et pignon, hein, tranquille. Oui, c'est ça. Et puis très respecté, considéré par tout le monde. On le saluait, on lui disait du monsieur et tout, hein. Et c'est aussi une des richesses de Malifaux, c'est que souvent tu as des personnages qui sont infiltrés. Tu as des Neverborn qui sont infiltrés chez les humains, tu as des Ten Thunder qui sont infiltrés dans les autres factions. Tu as ce thème-là, en fait, du personnage qui avance masqué, comme ça, il revient assez souvent dans le jeu. Et c'est beaucoup plus réaliste aussi. Un côté bataille rangée Exactement. derrière des tranchées à se lancer des trucs à distance. C'est beaucoup plus intéressant du fait que voilà, il y a des gens un peu partout, c'est une vraie ville, il y a des quartiers, et donc du coup on sait pas trop qui est avec qui. Et même au sein des mêmes factions, les allégeances sont pas toujours à 100%, donc ça c'est quand même Ça, assez intéressant. Ouais. ça, il y a plusieurs fois où des masters, des maîtres de la même faction se sont affrontés eux-mêmes pour des divergences voilà, d'opinions, d'objectifs ou ce genre de choses, quoi. Voilà pour Nicodème. On va arriver à Jackdo. Jack Doe, c'est un personnage très mystérieux, mais c'est aussi le personnage peut-être le plus connu de Malifaux, car en fait, tout le monde le voit. Parce que Jack Doe est le pendu qui est suspendu avec quelqu'un d'autre, mais c'est le plus évident, à l'arbre qui est que l'on contemple quand on sort du portail de la Terre qui mène sur Malifaux. Eh bien, on voit cette grande colline qui nous surplombe, dans laquelle il y a plusieurs pendus, dont notamment Jack Doe. Jack Doe était là de tant qu'on s'en rappelle depuis la deuxième ouverture du portail. Il a toujours été là. Certains murmurent quand même que des fois il disparaît, mais après on finit toujours par le retrouver à son arbre. Donc on se pose un peu des questions. Et effectivement, il s'avère de façon beaucoup moins connue que Jack Doe est en fait à la base un simple humain qui était un petit voleur lors de la première ouverture de la faille. Mais Jack Doe a été trahi. Il ne se souvient lui-même plus vraiment de pourquoi. Il ne se souvient plus par qui, mais il sait qu'il a été trahi. Et cette trahison, cette colère qu'il a contre cette trahison, le pousse à arpenter les rues et à se venger contre d'autres traîtres qui s'en prennent à d'autres personnes. Il va rassembler un peu par une sorte d'entropie d'autres esprits comme lui trahis, d'autres morts de trahison, et les amener dans une sorte de croisade vengeresse contre leurs tourmenteurs respectifs. Et du coup, récemment, on a vu que effectivement, Jack Doe n'était pas habité par sa propre âme, en était retrouvé séparé et visiblement cherche à la retrouver pour la refaire à nouveau un et unique. On sait aussi que Jack Doe, mine de rien, a été au centre ce qui lui est arrivé, le fait d'avoir été visiblement séparé de son âme et de se retrouver dans sa condition de mort à peu près, mais pas vraiment, via un rituel. Beaucoup suspectent que c'est peut-être un rituel lié à la première fermeture de la faille sur Malifaux, qui a été fermée pendant 100 ans. Mais du fait que Jack se sente trahi, ben, peut-être qu'il a été un sujet non consentant à ce rituel-là, en tout cas. Donc c'est vraiment l'image du mort vengeur, mais de l'âme en peine, qui recherche, sans vraiment savoir qui, sans vraiment savoir quoi, mais qui a une colère en lui, et un sentiment de vengeance contre qui ont porté le même destin que lui, il a eu. Un Donc master qui est aussi côté Outcast, hein, voir un petit peu.
la droite. Qu'est-ce qui fait qu'il est en lien avec Outcast en fait? Justement, le fait que en fait, c'est une sorte d'âme en peine qui, encore moins que les autres résurrectionnistes, agit vraiment tout seul et n'a aucun sentiment d'appartenance à quoi que ce soit. Là où les autres résurrectionnistes vont euh, au moins s'allier temporairement parce que justement ils partagent le même sort et ont les mêmes ennemis, Jack Doe s'en fiche éperdument. Il se contente d'errer dans les rues, de porter son courroux à ceux qu'il croise, qu'il soit résurrectionniste, guilde, arcaniste ou quoi que ce soit, il s'en fiche. C'est pas du tout quelque chose qui semble l'atteindre et il fait vraiment son chemin seul de son côté pour visiblement essayer de déjà retrouver qui il est lui-même et retrouver ce qui lui manque et pour quitter le destin tragique qu'il a connu. Et Il y du a un côté, coup, il y a un côté très fantôme classique, en fait, très créature presque. Euh, Comme tu le disais, on n'est même pas sûr vraiment de sa personnalité, hein. Il y a ce côté, c'est le côté mort-vivant, nécromant, mais plus fantomatique. Créature mystérieuse, comme ça, un esprit. Un des aspects qui est un nouvel aspect dans la faction, en fait. Ça montre la diversité. La faction s'appelle résurrectionniste, mais dans cette faction-là, vous allez avoir plein de côtés de la nécromancie différents. C'est ça aussi qui est riche, je trouve. Les figurines sont assez emblématiques, ces trois-là, le mec sur la chaise électrique et le dernier qui est écartelé sur le. C'est des figurines qu'on connaît quoi quand on les voit. Et il y a ce côté vraiment condamné à mort dans le. Et d'ailleurs dans le gameplay, ils vont mettre des sortes, ce qu'on appelle des upgrades dans le jeu, c'est des sortes de. Normalement c'est positif, mais avec lui c'est très négatif. Va transformer les adversaires comme étant des coupables, des gens tourmentés, et tous ces combos fonctionnent sur les tourmentés, et donc du coup ils vont pouvoir appliquer leurs combos qui marchent aussi sur les figurines à vous, prendront ces upgrades, qui rend un jeu très tricky, très intéressant comme ça, et un côté vraiment être condamné à mort, quoi, avoir ce supplice, quoi. Quand votre figurine porte une de ces upgrades, ça va lui coûter, quoi. C'est assez intéressant. Ça et reflète bien le destin un peu de Jack Do, quoi. c'est ça. Et une grosse propension à passer la corde au cou à peu près tout le monde avec l'effet staggered qui est le fait d'être entravé va pouvoir aussi appliquer très facilement. La bande n'est pas des plus rapides, mais par contre, elle peut infliger à l'adversaire le fait d'être encore moins rapide qu'elle ce qui va lui coller encore plus d'effets par-dessus avec les upgrades et tout ce genre de choses. Et lui-même, Jack Doe est peut-être une des figurines les plus immortelles du jeu, dans le sens où c'est normalement une figurine à entre 12 points de vie, et lui, il en a que 6, tellement ces 6 points de vie, il peut se les remonter facilement et encaisser des coups terribles, comme si c'était de rien. Ouais, c'est un des masters les plus durs à tuer du jeu. Il en a trop gros sur la patate pour se Ah, et voilà, faire comme ça. sa malédiction semble être plus fort que tout. Le sort qu'il a eu, plus fort que tout. Sur l'illustration, on voit qu'il a quand même des runes nordiques dans les mains et sur le bras. Et c'est ça, mais on ne sait pas du tout, justement, on se doute que c'est lié au rituel auquel il a fait partie et à ce qui l'a amené à être à sa condition de ni vivant ni mort, mais on ne sait pas plus pour l'instant sur l'origine de ces runes-là et pourquoi effectivement des runes nordiques et quel pourrait être le rapport avec le reste. Voilà. Mystère autour de Jacques Do. Un peu le croque-mitaine du monde de Malifaux, c'est comme on dit, c'est la chose qui apparaît le premier quand on entre dans le monde de Malifaux. C'est la figure qui est toujours là, mais qui fait quand même très peur et qui des fois n'est pas là. Donc souvent le Black Joker ou des choses comme ça vont être souvent associés à la figure de Jack Doe. Et du coup, en termes de gameplay, cette fameuse carte qui est très négative normalement, hein, ils peuvent la contourner. Il y a un jeu avec ça. Et la carte qui est très positive ne fonctionne pas sur certaines de leurs figurines. Elle est considérée comme étant très négative. Il y a tout un gameplay d'inversion de chance, hein. Et pour les trois tourmentés qui sont là, quand une de vos figurines en tue un, il prend du coup la malédiction du tourmenté. S'il meurt, il se retransforme en tourmenté. Il est torturé et il rejoint le crew de Jack Do.
tout le monde va se retrouver dans la souffrance et dans la trahison. De joie de vivre, hein, chez Jacques Do. Euh, Ah oui, c'est un crew qui donne super envie là tout d'un coup. ah, c'est ça. Ah, c'est beaucoup moins joyeux, mais si vous aussi vous avez été victime d'injustice et vous avez envie de réparer cela, ben, peut-être la bande idéale pour ça. Olil vit mieux finalement son, son destin. En C'est plus, pas oui. la même Voilà. ambiance, ouais. Mais elle a peut-être, enfin, visiblement, il avait perdu son âme, Jack Do, donc peut-être pour ça qu'il le vit. Oui, et puis en plus récemment, effectivement, il y a des outcasts justement qui ont eu la bonne idée d'essayer de lui voler son arbre. Dans un pari un peu complètement éméché sur des idées prononcées par un desperado complètement ivre qu'un gremlin nous a écouté et s'est dit mais c'est une formidable idée, dis donc. Et le pire, le gremlin étant Zip et le bandit étant Parker Barrows et les deux se sont associés plus ou moins contre le gré de Parker parce qu'il était un peu bien bourré, mais ils ont essayé ouais, d'enchaîner l'arbre des pendus justement qui était un symbole pour Malifaux et de le voler. Bon, ben, pas de chance pour eux, Jack Do et ses compagnons n'ont pas du tout été d'accord avec le projet, mais ils ont failli y arriver quand même. Ils sont dans un Zeppelin parce que Deep, qui est un master pareil de chez Outcast et de chez Bayou, c'est un Gremlins. Il a un Zeppelin de combat et donc il a essayé de couper l'arbre avec. C'est ce qu'on voit un petit peu sur cette image. Tandis que Voilà. Jack Do tout à droite était un petit peu, ouais, en effet, les arbres tranquilles. Comme quoi, on n'est jamais forcément tranquille chez soi, quoi. Ouais, même quand vous êtes un pendu à un arbre, il y a toujours un malin qui vient pour vous casser les pieds. Comme si c'était pas, il y avait pas assez de malheur dans sa vie, quoi. Voilà. On revient un petit peu sur Nicodème. Nicodème qui a d'autres versions. Donc là, on le voit tout à gauche étant dans la V1 avec des figurines de son crew qui sont des figurines métal de la version vieille fille. Et à droite, un petit peu comme tout à l'heure avec Shemus et sa version Dr. Jekyll, Mr. Hyde, et les versions Avatar. Il était porté par ces zombies pour aller au combat, un peu en mode Baron Samedi, Seigneur de la Résurrection. C'est sympa cette figurine. Et certaines figurines ont du coup été recyclées parce que même si le master est momentanément indisponible, on va dire, mais du coup, ces suivants ont des fois été récupérés par d'autres, soit sont devenus des versatiles, comme je vous ai abordé, soit ont été récupérés par d'autres chefs du jeu, quoi. Ça peut être intéressant de retracer l'historique du figurine et de voir où est-ce qu'elle était avant. Ça c'est plutôt bien fait, ouais. Quand ils font évoluer une histoire, pas pour autant que des figurines disparaissent. Parfois, voilà, elles sont, comme tu dis là, elles sont redirigées. Elles passent d'un crew à un autre. Elles vont vivre ailleurs, voire même dans d'autres factions. Du coup, c'est assez intéressant comme approche. On arrive aux versatiles. Les versatiles dans Malifaux, c'est des factions très emblématiques, c'est pardon, des figurines très emblématiques d'une faction, mais qui sont justement pas rattachées forcément à un master et qui du coup vont travailler à droite à gauche pour chaque master en fonction de mission. En gros, c'est des mercenaires que vous recrutez quand vous jouez au jeu sans malus de sur pour les embaucher, quoi. Là, on a par exemple les Grave Diggers, donc forcément des fossoyeurs. Il y a un petit côté Bring Out Your Dead des Monty Python pour les fans, la charrette aux cadavres. Voilà. Et eux, en gros, ils gèrent les cadavres sur le champ de bataille. Ça va permettre de faire du scénario et ça va permettre aussi d'en rajouter parce que certains masters vont apprécier plein de cadavres partout. C'est toute la mécanique des corpse tokens. Vous avez un personnage qui est vivant et qui meurt, il va laisser un token, un pion donc de corps. Et souvent les maîtres et puis même les minions ou même les henchmen, enfin, il y a beaucoup de pouvoirs qui vont être déclenchés comme ça pour fabriquer des nouveaux zombies par exemple. Et ben, ces figurines-là vont pouvoir vous en apporter plus facilement. Donc elles vont être utiles à tout le monde et du coup elles sont versatiles. Je trouve elles sont très chouettes. Il y a ce petit côté très très amusant comme ça. On se balade avec sa brouette ou sa petite charrette pleine de corps pour faire des nouveaux zombies. C'est ça, on s'occupe de son potager, c'est juste qu'au lieu de planter des semis et de faire pousser des plantes, on fait pousser des corpses. Ah, c'est pareil. C'est le potager humain, quoi. Ils sont bizarres quand même côté. On va pas se mentir, il se passe quelque chose. Hop, toujours chez les versatiles. La très grosse figurine, c'est le Grave Golem, je crois. C'est ça.
Ouais. Mm. Espèce de... Un morceau de cimetière. Ouais, Voilà, c'est un c'est un morceau de cimetière cimetière. sur pattes. Très Sympa. belle d'ailleurs la figurine. Franchement, ouais. À côté, on a un joueur de basse qui fait partie du groupe des Crossroads. Il y a une figurine dans chaque faction et qui peuvent être joués tous les 7 ensemble. Et donc lui, c'est le bassiste parce que du coup, il tient le tempo. Et à côté, on a des restes de squelettes zombies qui se reforment un peu comme ils peuvent, qui sont enflammés et qui peuvent se téléporter de cadavre en cadavre, si je dis pas de bêtises. Tout à Flamme en fait, ouais. flamme. Non, non, de cadavre en cadavre, et il peut s'enterrer en fait et ressortir au contact des cadavres. Et ce sont des figurines de support parce qu'en fait ils peuvent enlever les conditions sur les alliés, ils peuvent les soigner, mais en fait en faisant ça, aussi attaquer un peu l'adversaire, mais à chaque fois ils vont perdre des bouts d'eux-mêmes en fait pour cela, et du coup ils vont perdre des points de vie au fur et à mesure, mais ils vont manger des corps pour en fait récupérer les bouts qui leur manquent en fait, donc des amalgames qui perdent des morceaux au fur et à mesure, ils agissent et qui ont besoin de les récupérer. Peut-être que ça ressemble à Ils des... peuvent, Pardon Fred. ils peuvent balancer des os aussi, des morceaux d'eux-mêmes. Et ils sont assez marrants, les figurines sont très rigolotes parce qu'ils sont reconstitués, mais pas forcément dans le bon ordre. Ouais, ça se voit, ouais, en effet, ouais. Et à noter que justement le bassiste, justement sa basse c'est une pelle en fait. Exact. C'est ça que euh, Besoin de déterrer un copain. comme plus on est de fous, plus on rit. Donc si on pourrait ramener même les copains qui sont morts. Un des cavaliers de l'Apocalypse, côté résurrectionniste, Dead Rider, qui est à notre gauche. Cavalier est très très puissant, très grosse figurine à grand pouvoir, à grande capacité. Euh, ouais, qui va être pas mal joué, hein, qui va être assez. Et à droite, c'est tout simplement un autre grève, euh, grève golem, Bref, Golem, ouais. tout à fait, un peu plus fleuri. Ouais, quelqu'un qui a eu la main verte. Là, c'est un hobbyiste jardinier. Exactement. Et le Grave Golem qui en termes de jeu est une grosse brute qui va taper, mais surtout qui va avoir la capacité de tant qu'il y aura des corps, des marqueurs corps justement sur la table, pouvoir revenir tout le temps en jeu. Et donc du coup c'est une figurine, si vous ne gérez pas les corps marqueurs, qui sera immortel, il sera toujours là. Mettre des grosses baffes dans la tronche et vous expliquer sa façon de voir les choses. Donc c'est assez sympa à jouer. Et à gérer. Oui. Et enfin, on a le duo Effigie et Misari, le carillon et Résu. C'est une figurine qui va empêcher un petit peu les soins, qui va empêcher un peu les possibles sur l'adversaire. Une figurine qui met aussi des cercueils sur le champ de bataille, des marqueurs de cercueils, pour invoquer aussi des squelettes. Et c'est un corbac assez magnifique, tout simplement. Aussi, hein. Oui, chaque faction a un effigie et un émissari, l'un pouvant se transformer en l'autre, et qui sont à l'image de sa faction. Et effectivement, les résurrectionnistes ayant comme symbole le corbeau, bah, du coup, voilà, c'est un figurine qui au début ressemble plus à un médecin de la peste de l'époque médiévale, et qui ensuite, enfin de l'époque Renaissance, pardon, et qui ensuite va se transformer en grand corbeau, littéralement. C'est l'effet. Effectivement, il peut faire apparaître des cercueils, et au choix, il en fait apparaître deux en fait lors de son effet. Il peut choisir qu'un de ces deux-là devienne un zombie plutôt qu'un cercueil. Voilà, quitte à faire apparaître des cercueils, on peut aussi faire bouger les gens qui sont à l'intérieur pour. Ça fait plein de petits gens sympathiques en plus sur la table. Et enfin, dans les deux derniers personnages, on a un personnage qui est inspiré de Sean de Walking Dead, là, qu'on voit en illustration sur la gauche, qui va permettre de contrôler des zombies et d'en invoquer sur le champ de bataille. Étant une versatile, c'est quelque chose qu'on peut rentrer dans n'importe quel crew, donc ça va dépendre un peu de vous. Ça peut être intéressant en gameplay, considérer ce genre de figurine. Et à droite, c'est le henchman, donc l'homme de main important de notre ami Nicodème, si je dis pas de bêtises. Ça. Mortimer, qui effectivement était l'adjoint un peu du coup, chef, du chef de gestion des cimetières. Donc du coup, quelqu'un au plaisir simple, un peu très bourru, et qui se satisfaisait tout à fait de sa situation.
Maintenant qu'il a plus de chef pour lui donner un peu tout ce qu'il avait besoin, c'est un peu plus compliqué sa vie, mais bon, oui, il prête volontiers ses services à qui en a besoin, en échange quelques rémunérations, quoi. Quelques coups de pelle. Et Azura, qu'on voit sur la gauche, la boîte en fait de la figurine est intéressante parce qu'elle vient avec les mindless zombies, donc les zombies en bas de l'échelle, on va dire, qui sont utilisés par pas mal de masters et pas mal de bandes. Et puis qui en plus, ça peut les rendre, normalement, ce sont des figurines qui peuvent pas faire le scénario, mais elles, justement, on peut leur permettre de le faire. Donc, du coup, elle leur donne un peu une importance renouvelée. Ça fait partie justement fait partie des résurrectionnistes qui décident d'aider les gens plutôt que de simplement essayer de les attaquer, de les tuer et de les ressusciter ensuite. Elle essaye vraiment de donner une importance aux zombies, aux morts-vivants, et de leur donner une sorte de semblant de vie et d'existence. Donc, partie elle aussi des personnes un peu plus sympathiques que juste des tueurs psychopathes en série. Voilà qu'on a fait le tout de la faction, de tous ces mots-clés, master, personnage un peu. Je vais un peu revenir au début, un peu où on a les 8 pour la conclusion. Moi personnellement, je connais pas très bien Résu, je suis content de faire cette vidéo avec vous parce que ça me permet de les découvrir un peu plus. Et j'avoue que je trouve que le Kirai, moi, il me plaît énormément. Vous, en gros, c'est quoi votre coup préféré chez Résu? Je vais commencer du coup. Vas-y. Moi, j'aime beaucoup Samus. C'est un des crews que j'ai acheté. C'est une des premières boîtes que j'ai achetées, notamment à cause des figurines féminines. Et je dois avouer que j'aime beaucoup les Résus, parce qu'il y a des grands classiques, comme Mac Morning, le chirurgien fou. Kirai est très très élégante, plongeant dans le jeu. Bah, les histoires autour de Molly, je la trouve extrêmement attachante. Je trouve que parmi toutes les factions, c'est peut-être une de celles où on se dit, bon bah voilà, ça va être des nécromanciens. En fait, quand on regarde un petit peu les différents masters, comme aujourd'hui on a essayé de faire un tour d'horizon des personnalités, beaucoup de diversité, il y a beaucoup de styles différents. C'est ce qu'on retrouve dans le jeu d'une façon générale, mais c'est pour moi encore plus marqué chez les Résus. Voilà, il y a des zombies, certes, il y a de la nécromancie, mais il y a quand même des histoires très différentes, des personnalités très différentes. Et c'est ce qui fait l'intérêt de la faction et du jeu, d'après moi. Voilà. Tout à fait d'accord. Et effectivement, vous pouvez très bien, comme on l'a vu, trouver des gens sympathiques que des gens qui le sont beaucoup moins. Vous n'avez pas 30 000 bandes de juste ressuscitant des zombies, certains qui vont les habiller, d'autres qui vont plus ressusciter des fantômes et beaucoup de choses très intéressantes. Moi, mon cœur balance, bah, de toute façon, c'est les deux bandes que j'ai actuellement, qui sont Molly et Dr. McMorning. Molly parce que voilà, vous avez des zombies qui veulent juste des glaces, certains qui ont des neuroses avec des petits nids d'oiseaux et qui servent juste à bien s'entraider les uns les autres. Et McMorning parce que la folie débridée, créatif, qui peut faire sortir des choses de plus incroyables les unes que les autres. Et après, effectivement, c'est dur de s'arrêter à là et de pas faire la plupart des autres dans la foulée. On verra si je serai fort, mais j'y crois pas trop, honnêtement. C'est vrai, on l'a dit tout au long de l'épisode, c'est impressionnant d'avoir réussi à réinventer et réinvestir le côté justement résurrectionniste, zombie et ainsi de suite. Au final, peut-être le plus cliché c'était Nicodème, le plus basique quoi, le côté vraiment croque-mort, zombie, et voilà. Mais on voit que tous les autres vont avoir une approche très différente par rapport aux morts et de justement comment les gérer et comment ils les respectent ou pas, justement aussi. Et je trouve que c'est très réussi en 8 masters, 9 masters, de réussir à proposer un spectre aussi large sur cet univers-là. Ouais. Ok, bah écoutez, ça fait Et toi, même si t'aimes pas trop les zombies, si tu devais en choisir un quand même, si je devais en choisir un. Franchement, Kirai, je la trouve. Ah, mais après, c'est un peu triché parce qu'elle est vraiment à part, je trouve, visuellement. Mais sinon, moi, mon cœur balance plus ouais, entre Molly et puis, ouais, et puis Chimus. Hein, je suis quand même un joueur Colette. Hein, les nanas de cabaret, ça me parle aussi.
Je les préfère vivantes. Hein. Je les préfère vivantes, on va pas se mentir. Mais c'est vrai, ouais. Et mes Molly, c'est très rigolo. Et puis, comme tu dis, il y a une sorte de nonchalance et de genre, comment dire, bonheur de l'instant présent qui est C'est très, ça. très plaisant. Un peu de naïveté comme ça, qui est très, très belle chez Molly. Mais bon, pour moi, ils restent tous très bizarres. Ils restent très bizarres et un peu bloqués. Mon cœur d'arcaniste, quand même, est bien secoué par à la relecture de ces masters. Mais bon, c'est ce qui fait aussi la beauté de la faction, c'est que voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça l'état pur. Et, eh ben, écoutez, c'était super de faire cette review avec vous. Euh, Prochaine faction, si tout va bien, on risque de traiter des arcanistes, parce que c'est la quatrième, un peu des 4 factions les plus importantes en termes d'histoire de base. Les autres gravitent autour, donc bien sûr on les fera, elles sont toutes importantes. Donc Et les c'est plus anciennes, ouais. celle qui risque de s'enchaîner le plus. Et puis voilà, est-ce que vous voulez dire un dernier mot sur les réseaux? Bah, jouer à Malifaux, voilà, moi, c'est ce que j'ai à dire. Voilà, et essayez effectivement. Vous arrêtez pas aux aspects juste c'est dégoûtant. Et vous pourrez voir il y en a moins dégoûtants que d'autres et que à l'intérieur il y a plein de choses très intéressantes à faire. Eh ben merci à tous de nous avoir regardés, on se dit à bientôt, à plus. Salut, à plus. Alors tout le monde.